à toutes et à tous, bienvenue sur Acropolis, j'espère que tout va bien, que tout le monde va bien. Salut Sylvain à la régie. Bonjour Jean à l'animation. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va formidablement bien. Et salut, c'est Kylian qui nous fait un resub. Merci beaucoup Kylian pour ton deuxième mois consécutif de sub. Bonjour à toi, bonjour à tous. Bienvenue sur Acropolis. On est mardi, on est le 3 juillet 2018 déjà. Il est 14h30 et on va commenter ensemble la séance de questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale pour voir un peu ce que nos députés ont prévu comme question à notre cher gouvernement et quelle réponse notre cher gouvernement a prévu à nos chers députés. Voyez l'histoire, et nous on est les chers citoyens qui regardons ça parce que ça nous concerne un peu tout ce merdier. Bonjour en tout cas à tous, bienvenue. J'en profite pour vous inviter à follow la chaîne. Pourquoi? Parce que dans quelques dizaines seulement de follow, on aura atteint le palier des 10 000 followers. Et ça, ce serait cool en termes de symbole. Surtout avant de partir fin juillet. Avant de partir en vacances. Non, mais les gens ils follow par centaines en général. Donc Bah, là, si la centaine suivante pouvait venir tout de suite, ce serait cool. C'est le moment quoi. C'est le moment, voilà. Faut follow. Il en manque 38. S'il y en avait 100, bon ça passe. Ça passe. Donc faut follow la chaîne Acromedia, vous cliquez sur le petit cœur là, Acropolis pardon. Vous cliquez sur le petit cœur au-dessus du lecteur Twitch. Et voilà, et évidemment vous partagez sur les réseaux sociaux pour inviter vos potes à follow. Vous leur dites hey mec j'ai découvert ça, machin c'est trop cool, vas-y viens. Et si tu n'aimes pas, vas-y follow. Ça marche aussi. La question habituelle, il y a des QAG le mardi maintenant. Alors, on va refaire un point là-dessus. C'est marrant, à chaque semaine on nous dit ça. Hein. Il y a des QAG tous les mardis depuis 15 ans à peu près. Voilà. Les séances de questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale se tiennent le mardi et le mercredi pendant les sessions ordinaires de 15h à 16h. Pendant les sessions ordinaires, ça veut dire en gros de début octobre à fin juin. Ok ? Ensuite, il y a ce qu'on appelle les sessions extraordinaires. Donc c'est pas pendant la session plénière, c'est en dehors de ça, pendant l'été. En gros, il y a deux sessions extraordinaires. La première qui est convoquée en juillet. Et donc qui commence aujourd'hui, hein, c'est le premier jour de la session extraordinaire qui va durer jusqu'au début du mois d'août je crois. Et une séance extraordinaire qui a lieu aussi au mois de septembre. Pendant les sessions extraordinaires, il n'y a qu'une seule séance de questions d'actualité au gouvernement qui a lieu soit tous les mardis, soit tous les mercredis. Et là, pour cette session extraordinaire, ils ont choisi que ça aurait lieu tous les mardis. Voilà. Bonjour à tous en tout cas. Bonjour à tous, bienvenue. Donc voilà, donc aujourd'hui, séance de QAG. Demain, pas séance de QAG. Mardi prochain. Mais il y a party time demain à 14h30. Mais il y a party time à 14h30. Donc revenez à 14h30, vous verrez, vous aurez le choix, vous aurez le droit à un autre programme d'aussi grande qualité, si ce n'est beaucoup mieux. Adrien qui vous présentera party time. Du coup, il n'y a pas de QAG demain. Non, Père Castor, il y a party time à la place. Et vous, les vacances, c'est quand? Nous, les vacances, c'est à partir du 14 juillet, à partir du week-end de la semaine prochaine. On coupe l'antenne d'Acropolis et on ne la réouvrira que pour la rentrée de septembre prochain. Septembre ou octobre, on ne sait pas encore. Et on vous prépare des trucs très cool pour la rentrée. Ça fait plusieurs mois qu'on bosse sur un certain nombre de projets dont on espère qu'ils vont, en tout cas on y travaille comme des chiens, qu'ils vont naître sous vos yeux ébahis en septembre prochain. Et voilà. Et donc on a vraiment hâte d'être à la rentrée, on a vraiment hâte de partir en vacances aussi, je vous le cache pas. Je pense qu'on fera des lives en septembre, ça va trop nous manquer à mon avis. En septembre on va liver, ouais, c'est à peu près sûr. Peut-être qu'on reprendra pas directement la grille des programmes habituels, mais voilà. Vous arrêtez le lendemain de mon anniversaire, et ben voilà, tu vois Wolfie Jawa, on décide de fêter ton anniversaire par un mois et demi de festivités, de soulage de gueule intempestif et de bronzage à la plage. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc allez-y, follow la chaîne, c'est le moment, ça fait zizir, pensez à partager, etc. Je voulais vous dire que les jeunes du conseil régional des jeunes de la région Centre-Val de Loire étaient très contents de la séance qu'il y a eu vendredi dernier. Ils étaient très contents que ce soit diffusé sur Acropolis. J'ai eu quelques échanges avec certains d'entre eux et ça me fait super plaisir. Donc voilà, sachez que eux de leur côté étaient assez joyeux de cette opportunité de discuter avec les élus et du coup de faire leur job de jeunes du conseil régional de la jeunesse. Et ils ont pris du temps, ils ont pris sur leur congé, ils ont posé des demi-journées pour certains d'entre eux pour avoir l'opportunité de venir discuter avec les conseillers régionaux. Donc ça c'est cool, donc voilà, je voulais faire ce petit follow-up. Et si vous ne l'avez pas vu, le replay est disponible évidemment sur Acropolis Replay. C'est exactement ce que j'allais dire, donc regardez le replay, il dure quand même 4 heures. Hein. Il dure quand même 4 heures, mais vous pouvez aller sauter pour aller au truc qui vous intéresse le plus. N'hésitez pas. Ou regardez les 4 heures. Absolument. C'est l'été hein, après tout.
Donc voilà, donc ça c'était cool. Je voulais vous dire aussi qu'Acropolis sera à Aix-en-Provence à partir de vendredi. Vendredi, samedi et dimanche, on va commenter en direct des sessions des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Les rencontres économiques, c'est quoi? C'est un grand événement au début de l'été, chaque année, au début du mois de juillet, organisé par une association qui s'appelle le Cercle des économistes, qui réunit en gros des économistes universitaires de différentes écoles de pensée et qui sont financés par des grands groupes, par des grandes entreprises et qui organisent chaque année donc ce forum qui est gratuit, ouvert à tous. Le but c'est de rendre l'économie accessible au plus grand nombre. Donc si vous êtes à Aix-en-Provence le week-end prochain, venez à l'université d'Aix-en-Provence, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Venez écouter des très très grands économistes dire un certain nombre de choses et c'est assez intéressant. Chaque année il y a un thème. Cette année le thème c'est les métamorphoses du monde, donc un sujet assez intéressant. Il y a aussi un truc qui s'appelle la parole aux étudiants, donc qui est organisé avec les étudiants pour les jeunes. Et il y a donc Acropolis qui est partenaire du Cercle des économistes et qui vous proposera encore cette année un commentaire en direct de session donc de conférences, des rencontres économiques. Le but du jeu de notre commentaire, c'est toujours pareil, c'est de rendre l'exercice un peu plus digeste et plus accessible et créer de l'interactivité. Donc voilà, donc viendez. J'en profite pour dire que le programme sur le site acropolis.fr évidemment est à jour par rapport à ces rencontres économiques. Toutes les sessions sont indiquées, vous avez les infos. Et si vous voulez encore plus d'infos, parce que vous en voulez toujours plus, on vous connaît, n'hésitez pas à aller sur le site des rencontres économiques, vous aurez le détail de chaque session. Voilà. Donc venez si vous êtes du côté d'Aix-en-Provence et venez nous voir aussi, c'est l'occasion. Et si vous n'êtes pas du côté d'Aix-en-Provence, venez regarder les lives. On va vous rendre accessible en direct cet événement, même si vous n'y êtes pas. C'est ça qui est fou, c'est ça qui est beau et c'est à ça que ça sert Acropolis. Donc voilà. Comment vous savez qu'est-ce qui pose les questions? Jean-Sébastien Bach, tu fais référence aux questions au gouvernement. On sait qu'il pose les questions parce que l'Assemblée nationale publie à peu près une demi-heure avant la séance ce qu'on appelle la feuille jaune. La feuille jaune, c'est l'ordre de passage des gens qui vont prendre la parole dans la séance qui suit. Voilà. Ça s'appelle le service de la séance de l'Assemblée nationale qui s'occupe de l'hémicycle, qui s'occupe pas des commissions, s'occupe que de l'hémicycle et qui organise, qui tient la liste des personnes qui vont prendre la parole et elle est publiée sur Twitter une demi-heure avant chaque séance de QAG. Voilà, elle s'appelle la feuille jaune parce que par le passé elle était de couleur jaune et elle était punaisée à l'entrée de l'hémicycle sur le tableau de Liège, voilà, comme la salle de réunion lors du jour c'est ça. Et c'est eux qui vont prendre la parole. Voilà. D'ailleurs, Sylvain vient de vous montrer quelque chose de très important dans le chat, vous voyez, regardez. Vous faites exactement comme Ecladus, là Ecladus et Sylvain. Vous tapez point d'exclamation feuille jaune tout attaché. Point d'exclamation feuille jaune, c'est une commande sur le chat Acropolis qui vous permet de générer automatiquement le message suivant, c'est un message de Moobot, qui vous met un lien vers le Google Doc sur lequel vous pouvez consulter, la préparation de l'émission qui est faite par les bénévoles d'Acropolis, que je remercie à nouveau qui ont préparé cette émission. Merci Amy Perceval, Kylian, Benoît et Adrien. Excusez-moi, pardon. Et là, Zurich, ça ne marche pas parce que j'ai déjà activé la commande juste au-dessus. Donc pour ne pas spammer, il y a une règle qui fait qu'il faut attendre quelques minutes si tu veux réafficher le message. Voilà, exactement. Là, tu n'as pas besoin de faire la commande pour l'exclamation feuille jaune puisque tu peux d'ores et déjà cliquer sur ce lien-là pour avoir accès à ce document. Donc voilà, comme ça vous permet d'avoir sous les yeux, le document que j'ai sous les yeux pendant les émissions et qui me permet de vous donner quelques indications. La première question, c'est une question choupa. Par définition, The Tavman, on ne peut pas savoir quelles sont les questions choupa ou pas choupa avant qu'elles soient posées. Et je rappelle qu'une question choupa, c'est pas une question de la majorité, c'est plus compliqué que ça. Question choupa, c'est une question qui est posée par un membre de la majorité à un membre du gouvernement pour lui dire à quel point il est formidable et pour lui tendre le crachoir. Mais il y a des membres du gouvernement qui posent des bonnes questions aussi, des membres de la majorité pardon, qui posent des bonnes questions au gouvernement. Et ça peut être des questions favorables au gouvernement sans être pour autant des questions choupa. Donc voilà. Est-ce qu'on peut tester le sondage éventuellement? Alors absolument, mais qu'est-ce qu'on pose comme question aux gens? Je sais pas. Je sais pas, j'ai pas d'idée. Je voulais checker d'ailleurs dans les trucs d'actualité. Ah oui tiens, sujet intéressant. On a appris que la France Insoumise, le groupe de l'Assemblée nationale de la France Insoumise boycottera la séance du congrès de Versailles le lundi 9 juillet prochain. Comme l'année dernière, ils avaient déjà refusé de venir. Ils ne veulent pas venir écouter le président de la République faire son discours devant les députés. Je rappelle que le président de la République n'assiste pas au débat qui suit son allocution. Il n'y a pas de vote puisque le président de la République est irresponsable politiquement, en tout cas il n'est pas responsable devant les élus
du Congrès. Donc Emmanuel Macron viendra, prononcera un discours, partira, et après son départ, les présidents de groupe de l'Assemblée nationale et du Sénat prendront la parole pour dire ce qu'ils ont pensé et ce qu'ils pensent de la politique d'Emmanuel Macron, mais ce sera hors sa présence. Et donc, ces circonstances font que la France Insoumise a décidé que ce n'était pas... qui voulaient boycotter cette séance parce que pour eux ça tient du monarchisme plus que de la République. Du coup, la question que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous en pensez du boycott par la France Insoumise du Congrès? Vous êtes pour, vous êtes contre? Ah, ok. Non, je sais pas, je te laisse écrire ce que tu veux. Non, mais c'était une question ouverte, du coup je pouvais pas me faire un sondage. Mais maintenant, pour ou contre, c'est une question fermée, ça me va très Pour ou contre le boycott du Congrès par la France Insoumise? Le boycott. Il y a un ou deux T à boycott? Deux. C'est parce qu'ils regardent depuis Acropolis, c'est plus intéressant. Exactement, Sorbio, tu as raison de le rappeler, les députés de la France Insoumise, comme tous les autres députés, regardent Acropolis et suivent le Congrès depuis Acropolis. Ils ont bien raison d'ailleurs. Voilà. Alors... Question, combien de futurs bacheliers n'auront pas d'inscription en fac ou seront obligés d'aller vers le privé et autres formations de fils à papa? À Lilo, la réponse c'est... Je l'ai. 114 831. T'as vu, t'essaies de me piéger avec des questions tricky, mais en fait j'ai la réponse. 114 831 élèves n'ont encore aujourd'hui reçu aucune proposition d'affectation de Parcoursup. Pas encore aujourd'hui, c'était lundi, c'était hier. Donc du coup, on vous pose une question par un sondage, et normalement si vous scrollez en dessous de la fenêtre sur Twitch, vous verrez qu'on a rajouté une extension Twitch. Peut-être. Peut-être. Ah, Sylvain est en train de voir. En fait, on la teste pour la première fois. On la teste pour la première fois. C'est une application qui devrait nous permettre de vous pusher des sondages pendant les lives. Donc Sylvain est en train de paramétrer ça. On l'utilise pour la première fois. Donc c'est pour ça que je vous ai posé cette question pour ou contre le boycott par les députés de la France Insoumise du Congrès de Versailles. C'est pour tester ce système de sondage. Je cherche. Hein. Je ne trouve pas encore, mais je cherche. Mm. Ah, si, il y a des votes. Je ne sais pas comment ils ont fait pour voter les gens, mais il y a des votes. Ah. Comment se répartissent les gens au Congrès entre groupes transparlement, où d'un côté les sénateurs et de l'autre les députés? Les députés au Congrès, les parlementaires au Congrès, pardon, ou FUS, sont assis par ordre alphabétique. Eh oui, ils ne sont pas organisés par groupe avec la gauche et la droite, ils ne sont pas non plus organisés par chambre avec les députés et les sénateurs, ils sont assis par groupe, par ordre alphabétique. Surprenant. Ok, il y a bien le sondage en bas, effectivement, tout en bas. C'est très très moche pour l'instant, mais... Tu l'as mis tout en bas? Bah, je vais le changer, mais bon, okay. Il est bien présent, c'est ce que je voulais... Est-ce que ça fonctionne sur mobile le sondage? Je ne peux pas vous dire, ça c'est à vous de nous le dire justement. Vous scrollez sur votre mobile et vous regardez, vous savez là où il y a des panneaux d'explication avec différents liens vers Acropolis. Et ben l'un de ces panneaux c'est un système de sondage sur lequel vous pouvez voter. Mais du coup l'application elle te permet de pusher le résultat à l'image normalement? Normalement oui. Mais il faut l'intégrer dans eSplit. Oui. Bon, on fait des tests, hein, on fait des tests. Pas dans eSplit. Enfin dans... Ah oui d'accord, dans Tipeee Stream. Non, dans Twitch directement. Dans Twitch directement, ah d'accord. A priori. Hop, voilà, je vais remonter le sondage tout en haut. C'est con, je trouve. Du coup, on risque d'avoir les insoumis qui vont gueuler sur les droits de l'opposition alors qu'ils ont choisi de ne pas prendre la possibilité de s'exprimer directement après les propos de Juju Peter. Ah bah effectivement, c'est le choix qui a été fait par les insoumis, c'est-à-dire qu'ils avaient l'opportunité de prendre la parole au Congrès, ils ont choisi de ne pas la prendre, de ne pas saisir cette opportunité. Merci Jean, j'ai failli rater mon vœu sur Parcoursup. Bah du coup, tu l'as eu ton vœu? Apparemment, il faut faire F5 d'après Mister Edu. Pour ceux qui n'arrivent pas à voir le sondage. Attends, mais du coup, vous me foutez le doute. Alors, je vais aller oui, sur non, il faut faire F5 une première fois pour le temps que ça se mette à jour, c'est normal. D'accord. Moi, je vais sur Acropolis, je coupe le son, hop, et je descends. Ah oui, effectivement, c'est tout le temps. Ah non, effectivement, je vois rien. Non, moi je l'ai remonté, mais... Ah tiens, c'est marrant, je vois rien. Bah, on fait des tests, hein. Excusez. Non, il n'y a toujours pas. Oh, attends, je l'ai à l'écran, incroyable. Je l'ai sur la vidéo. Ah ouais, je le vois aussi sur la vidéo. C'est vachement bien. Mais par contre, je vois pas le truc pour voter. Excusez-nous. C'est parce que tu dois être connecté avec le compte Acropolis. Ah. Ouais, mais ça me fait chier de me déconnecter. Bon, ok. Mais je te témoigne que ça fonctionne. Et du coup, d'accord, quand tu passes ta souris en overlay, ça augmente le truc. Ça l'agrandit. Oh là là, c'est classe. Putain. La nouvelle fonctionnalité d'Acropolis, elle envoie du bois. Par contre, la problématique, c'est que ça ne s'affichera pas sur le replay. D'accord. Ah ouais. Ouais. Voilà, problématique. Tout à fait. Ça invite les gens à venir follow la chaîne Twitch. Ah ouais, vous devez. Du coup, pour ou contre le boycott du Congrès par la France Insoumise, vous êtes une légère majorité à voter oui et une minorité à voter non. J'ai l'impression que c'est
Entre 75-25 à peu près. J'aurais peut-être dû 60-40. mettre pour et contre plutôt que oui et non en fait. C'eût été plus idoine. Alors, C'est censé être où? C'est censé être... Ah mais du coup non, c'est directement en sur dessous, l'écran. en dessous de la webcam. Alors c'est à la fois dans les panneaux en dessous et à la fois sur l'écran. Sur l'écran. Je peux mettre que sur l'écran, je peux mettre qu'en dessous, voilà, j'ai le choix. Bon, il faut qu'on refasse des tests, hein. C'est pas encore au point. Twitch Pix, visible, oui. Ah putain, tu peux choisir ce que tu veux laisser visible ou pas. Putain, c'est classe, hein. Pour ou contre, la réponse oui et non. Ouais, non, mais on sait. Bon, ok. Bon, bah c'est cool. On verra si on continue à utiliser ce truc-là, mais il faut qu'on fasse des tests en live. Si vous n'êtes pas là pour être nos petites souris de laboratoire, nous on peut pas vraiment faire évoluer cette chaîne. Donc c'est cool, c'est un peu le retour des sondages sur Acropolis, ça fait plaisir. Ce serait plus simple avec des Stropole quand même. Ouais, mais c'est moins ergonomique les Stropole. C'est plus compliqué. Tu dois générer un lien à chaque fois, etc. C'est un peu chiant. Ça te fait sortir de la page Twitch. Non, ce qui serait idéal, effectivement, c'est que cette extension nous génère un plugin à afficher à l'image. Ouais, du coup, ça porte pas grand chose que ce soit lié à Twitch en fait. Oui, on s'en branle. Mais ça nous évite d'avoir à faire développer le truc là. Vous voyez le message qu'on met dans le sondage? Non. Non, la réponse est non. Putain, on perd des followers en plus. Ah mais du coup, ouais, tu peux passer avec ta souris sur le sondage. TwitchPix. Comment ça, on perd des followers? Non, pas des followers, mais des viewers. Ah. Des commentaires. Ah oui, envoyez-nous des commentaires. On peut écrire des commentaires. Mais je pense que les commentaires, c'est pour Twitch, hein, Ah bon? à mon avis. Parce que toi, tu les vois pas? Ah non. Ah. Bon, on verra si on garde cette extension-là ou si on en utilise une autre. On verra. Bon. Non mais c'est cool qu'on puisse l'essayer en tout cas. Alors toi par contre tu vas, voilà. Hop. Voilà, donc ça c'était les informations du début du live, donc je vous rappelle, on est à Aix-en-Provence ce week-end, venez regarder les lives, on est au congrès lundi, en direct du congrès de Versailles à partir de 14 h je crois en début d'après-midi, on vous l'annoncera sur Twitter, tout ça. On fait un apéropolis à Paris le 18 juillet, donc mercredi 18 juillet, venez boire des coups à Paris. Voilà, l'événement est sur la page Facebook. Venez, on fait un petit apéropolis pour fêter la fin de la saison et pour se voir en plein été, boire des bières et discuter avec vous. Donc venez, hein, si vous connaissez personne, venez. Si vous avez peur de venir seul, venez quand même, vous verrez, c'est très sympa. On est très accessible et la communauté, elle est au top. Qu'est-ce que quoi d'autre? Ouais, on a besoin d'aide pour nous aider à déménager. Donc s'il y en a parmi vous qui sont chauds pour venir filer un coup de main sur le déménagement, venez sur le Discord d'Acropolis dans les annonces. Vous verrez, j'ai mis un petit formulaire à remplir pour les personnes qui sont chaudes, qui sont sur Paris ou en Ile-de-France et qui sont chaudes pour venir nous aider à bouger quelques bibelots le lundi 16. Voilà. Est-ce que j'avais fini avec les annonces? Je crois. On est d'accord que sur la feuille jaune, il y a des députés qui parlent et non leurs questions. En tout cas, super les sondages. Merci Audran. Oui, on est d'accord que sur la feuille jaune dont tu parles, il n'y a que les députés qui vont prendre la parole. Il y a leur ordre, donc il y a le nom du député, son groupe parlementaire, et le nom du ministre à qui il souhaite poser sa question. Sachant que je rappelle que les députés sont libres de poser la question au ministre qu'ils souhaitent au sein du gouvernement, et que les députés choisissent assez souvent de poser leurs questions au Premier ministre. Ce qui ne veut pas dire que le Premier ministre va leur répondre, ce qui veut juste dire qu'ils donnent une envergure particulière à leurs questions et qu'ils estiment que ça relève de la compétence du Premier ministre. Voilà. Ça dépend, c'est encore Dorian qui choisira le bar. Ça sera le même bar que la dernière fois? Non. Ah non? Non. Alors déjà, c'est pas Dorian qui va choisir le bar ce coup-ci. Et en plus, ça sera pas le même bar que la dernière fois, justement. Ah oui, c'est ça. Oui, non, effectivement, Charles. Ce sera pas le bar où t'étais venu la dernière fois où c'était trop petit, c'était l'enfer. Mais on attend d'être sûr cette fois-ci pour annoncer le nom du bar. Est-ce que quelqu'un a le lien de la page jaune sur le site de l'Assemblée? Je le trouve pas. Va sur le Twitter de l'Assemblée, tu le trouveras plus facilement. Bref, la séance de questions d'actualité au gouvernement va commencer dans 10 minutes. C'est le moment un peu de se remettre dans le bain de l'actualité et de voir quelles sont les questions qui sont susceptibles d'être posées. Je regarde un petit peu rapidement, je balaye des yeux. On a un nouveau président du MEDEF qui s'appelle Geoffroy Roux de Bézieux, qui a été élu avec 55,8% des voix. Nouveau PDG, nouveau patron du MEDEF.
Ça fait pas l'objet d'une question au gouvernement, ça, il n'y a pas de raison. Non, surtout le feuilleton qui avance, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, Angela Merkel a sauvé sa tête. Angela Merkel a réussi à signer un accord de gouvernement. Son ministre de l'Intérieur a retiré sa menace de démission. Son ministre de l'Intérieur, donc de la CSU, qui veut infléchir la politique de Merkel sur la question des migrants. Et donc Merkel a accepté de revoir sa politique de migrants et d'expulser davantage d'étrangers en situation irrégulière. Donc Angela Merkel a sauvé sa tête. Vous savez que c'était l'un des enjeux non négligeables du Conseil européen de la semaine dernière, Conseil européen qui a vu, je ne vais pas vous le répéter parce qu'on l'a vu pendant la séance de questions d'actualité au gouvernement la semaine dernière. L'actualité en Allemagne, surtout le maintien à la tête de la sélection nationale de Joachim Löw, malgré l'élimination de l'Allemagne à la Coupe du Monde, hein, évidemment. Tout à fait. Quand même autrement plus important. Jean, je ne vois pas sur le programme le congrès sur Acropolis, vous ne le commenterez pas ou c'est un oubli? Non, mais c'est parce que le programme il va jusqu'à dimanche, le congrès c'est lundi. Non, le programme va pas jusqu'à dimanche, mais surtout j'ai pas encore l'horaire pour lundi. C'est pour ça que je l'ai pas encore Oh, mis. tu mets au pif. C'est en début d'après-midi. L'année dernière ça avait commencé à 14h. Ok. Donc je mets prise d'antenne 13h30. Ouais, dans le doute. Et on affinera. De toute façon, on communiquera sur les réseaux sociaux. Mm-mm. Désolé, excusez-moi. Voilà. Donc voilà, donc Angela Merkel a sauvé sa peau. Elle reste la femme forte de l'Europe et de l'Allemagne. Merkel a sauvé sa tête contre un abandon de toute espèce d'ambition européenne du coup. Pas tout à fait. Pas tout à fait, puisque une semaine avant le sommet européen, il y avait un sommet bilatéral franco-allemand dans lequel Angela Merkel a accepté la création d'un budget de la zone euro, ce qu'elle refusait jusqu'à présent. Donc, peut-être que Merkel a accepté sur les migrants en échange d'une ambition sur l'Europe décuplée sur la zone euro, tu vois. Mais voilà. L'Autriche prend la présidence européenne, de toute façon, les ambitions sont claires. Ah bah ça, oui, ça l'Autriche, oui. Je rappelle que la présidence du Conseil de l'Union Européenne est tournante. Voilà, donc ça tourne entre les pays. Ça dure 6 mois, je crois. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a quoi d'autre? Il y a eu un naufrage en mer Méditerranée au large de la Libye, à 50 km à l'est de Tripoli. Ils étaient 104 à bord, selon les 41 rescapés seulement qui ont réussi à survivre à ce naufrage. Donc, ce qui rappelle la tragédie qui est en train de se jouer en Méditerranée et qui fera peut-être du coup l'objet à nouveau d'une question au gouvernement. Un budget au 3e décile après la virgule, super. Ah là là, Charles Maurice. Si seulement tu pouvais être président du Conseil européen. De mémoire, c'est tous les 6 mois, oui, je crois que c'est ça. On peut dire qu'il y a eu 63 morts du coup. Il faudrait pouvoir repêcher 63 corps pour pouvoir confirmer cette information. En tout cas, d'après les 41 rescapés, il y avait 104 personnes à bord. Il y a une question sur la dénucléarisation de la péninsule de Corée. Vous savez que la Corée du Nord, enfin vous savez, non, vous savez peut-être pas, mais il y a un journal américain, je ne sais plus lequel, qui a révélé, d'après une enquête, que la Corée du Nord continuerait en scred son programme nucléaire alors qu'il s'était engagé, quand Kim Jong-un a rencontré Donald Trump, il s'était engagé à arrêter la nucléarisation du régime. Donc est-ce que Kim serait pas en train d'essayer de la mettre à l'envers à Donald? C'est un peu l'épisode suivant du feuilleton. Et voilà, ensuite l'actualité qui a beaucoup fait parler d'elle ces derniers jours et qui est particulièrement rocambolesque, c'est l'évasion de Redouane Faïd. Redouane Faïd, c'est bien ça, un grand bandit du grand banditisme qui s'est évadé de la prison de... Comment elle s'appelait? Je sais plus. Bon, il a fait un truc à la hollywoodienne avec un hélicoptère qui se pose dans la cour, avec une disqueuse, avec des armes lourdes, etc. Avec des gaz lacrymogènes. Et il a réussi à s'évader. Donc Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, va probablement prendre la parole cet après-midi. La prison de Réau. C'est la prison de Réau, merci beaucoup. En Seine-et-Marne, nous précise Ouffu. Depuis qu'il y a un président du Conseil européen, la présidence tournante des États a-t-elle encore un sens? Ah là là, tu poses les bonnes questions, c'est les questions qu'on se posait en 2008 au moment du traité de Lisbonne. Ouais, c'est Réau la prison, Charles, merci. Axel Desrouges, quelle surprise, Trump n'est pas si convaincant, Kim fait ce qu'il veut, surprise. Ah, je sais pas, je l'avais pas vu venir celle-là. Je sais pas, je me rends pas compte.
Alors, du coup, les questions au gouvernement que vous voudriez poser au gouvernement. Il y a Alilo qui nous en met plusieurs. La première, c'est combien d'étudiants sans inscription à la même période l'année dernière? Donc ça, c'est sur Parcoursup, tu veux dire. Ok. Combien d'étudiants inscrits en fac et école privée l'année dernière et cette année? Donc tu veux pouvoir comparer entre les deux. Aucun cause à effet ou volonté de faire migrer les étudiants du public vers le privé, histoire de privatiser progressivement l'éducation. Ah, tu penses que... Ah ouais, non, non, ouais, non. Là, on n'est pas loin du complotisme. L'idée qu'il y aurait un plan secret du gouvernement pour privatiser l'éducation en envoyant les élèves petit à petit vers le privé, non, ça j'y crois pas. Non, il n'y a aucun fait qui vient étayer ça. Il y a eu le procès assez... N'empêche que tes questions sont assez bonnes, hein. Effectivement, c'est le genre de questions qu'il faut poser à Frédéric Vidal ou à Jean-Michel Blanquer pour avoir des informations sur Parcoursup. Parce que mine de rien, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas parlé au QAG de Parcoursup. À une époque, on parlait que de ça, et là, on n'a pas de nouvelles. On aimerait bien savoir, après le bac, en début de l'été, là, on en est où, en fait? Il y a eu un procès assez attendu de Nadia Dam. Ah, il y a le procès assez attendu de Nadia Dam aujourd'hui. On pourrait probablement avoir une question qui change pour Marlène Schiappa. Alors c'est pas son procès à elle, mais le procès de ceux qui l'ont harcelé en fait. Oui, c'est ça. Oui, les deux Du forum jeuxvideo.com qui ont été condamnés à 6 mois de prison. Avec sursis. Avec sursis, pour harcèlement. Qui m'a juste promis que son père et son grand-père avaient promis contre diverses sucettes. Il n'y avait aucune raison que ça bouge plus cette fois-ci. Oh là là, votre cynisme. Monsieur le Premier ministre, vous comptez faire quoi contre les araignées qui veulent me tuer? Il va te taper sur l'épaule et te dire bon courage. T'es passé à l'REM, Jean? Hein? C'est parce que dans la feuille des QAG, le 15e député n'était pas encore indiqué. Et du coup, vous avez laissé Jean Massier, c'est ça? Et du coup, l'équipe a laissé Jean Massier le temps d'arriver à cette 15e interlocuteur, qui est une interlocutrice d'ailleurs. Et dans le tourniquet, c'était l'REM, donc les gens pensent que je suis l'REM. Exactement. Incroyable. Non, ils pensent pas, ils savent. Ils savent, ouais, ils savent. Ils sachent. Les vrais sachent. Faut-il renommer Pavard les prochains missiles développés par les DGA? J'adore. Très bon, très bon, très très bon. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Benjamin Pavard est un joueur de l'équipe de France de football qui a marqué un but de qualité supérieure. De type boulet de canon. Voilà. Assez formidable. L'éducation nationale, ça coûte un pognon de dingue. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Un mot sur la réhabilitation d'Henri Joyeux alors que la rougeole a fait de nouvelles victimes la semaine dernière. Oui, Henri Joyeux, c'est ce fameux médecin qui fait son beurre contre les vaccins en vendant des bouquins et en faisant des conférences. Il a été en première instance radié de l'ordre des médecins. Il a fait appel et la cour d'appel a annulé sa radiation de l'ordre des médecins, si je dis pas de bêtises. Ce que j'ai cru comprendre. C'est ce que j'ai cru comprendre aussi. Donc effectivement, ça permet de reposer une question sur le sujet de la vaccination et de la couverture vaccinale. On sache surtout que vous avez entendu parler de l'UPR, le petit parti qui grandit malgré le silence des médias. Oui, mais chut, faut pas le dire. Et nous, Acropolis, on est le média qui monte selon malgré le silence de l'UPR. Faut pas oublier ça. Ah, l'UPR est assez actif en ce moment sur les commentaires YouTube. Oui, mais l'UPR fait pas campagne pour qu'on se fasse connaître. Donc ils maintiennent volontairement le silence sur Acropolis pour nous empêcher de monter. Exactement. Le problème c'est que ça va être clippé, ça va être envoyé et l'UPR va partir en couille sur Twitter en mode quoi, Acropolis, Jean Massier, salaud. Quelle honte. Quelle honte, quelle indignité. On se fout de notre gueule. La team premier degré de l'UPR qui va débarquer encore en masse dans mon fil Twitter. Si je peux me permettre, la chaîne YouTube La Tronche en Biais a fait une très bonne vidéo sur la vaccination. Tout à fait, t'as parfaitement raison. La Tronche en Biais a fait une super vidéo. C'est pas les seuls, il y a aussi Julien Méniel de la chaîne Dans ton corps qui a fait une très bonne vidéo. Il y a Bruce Benamran de la chaîne Y penser qui a fait une très très bonne vidéo aussi sur la vaccination. Il y a Primum Non Nocere aussi qu'on a fait une très très bien. Absolument. L'UPR, ils ont une liste aux élections européennes. Mais au dernier level, je crois qu'ils voulaient en monter une. Ils veulent, ça c'est sûr. Alors après, est-ce qu'ils réussiront à créer une... pas sûr. Dites-moi, Redouane Faïd a-t-il été retrouvé ou pas? J'arrive pas à trouver l'info. Si t'arrives pas à trouver l'info, c'est que Redouane Faïd n'a pas été retrouvé. T'as, à mon avis, si tu tapes Redouane Faïd si tu tapes Redouane Faïd dans Google Actualité et que tu n'as pas en premier Redouane Faïd a été interpellé, c'est qu'il n'a pas encore été interpellé, ça c'est à peu près sûr. La vidéo de Defecator est au-dessus, clairement, mais elle dure 1 heure. Je l'ai pas vue celle de Defecator. Il y a le Nouvel Ops
qui a fait un article très bien documenté et illustré pour les témoignages de Dirlo et prof au sujet des inscriptions. L'article se nomme Parcoursup, comment les écoles privées surfent sur l'inquiétude des lycéens. Ah oui, oui, non, mais je l'ai lu cet article, il est très très bien écrit, effectivement. Mais ça, c'est pas nouveau. Hein. Les écoles privées faisaient déjà du marketing sur le risque de ne pas être pris à la fac, mais ça, ils le faisaient avant. C'est juste que maintenant, Parcoursup, c'est devenu le truc qui effraie les familles et qui incite du coup les familles à inscrire leurs gamins dans le privé. Mais en même temps, les écoles privées, elles vont faire comme d'habitude. Hein. C'est à la rentrée de septembre qu'elles vont faire le plein d'élèves. Comme d'habitude. Hein. Redouane Faïd. Redouane Faïd. Il faut que je m'habitue à prononcer ce nom-là. C'est pas Farine, c'est Faïd. Vraiment, regarde celle de Defac. Def14. Def14. Ok, Drac. No Soussailles, avec plaisir. Bon bah voilà, il est 15 h, on va pas tarder à passer aux questions d'actualité au gouvernement, à moins que vous ayez une dernière question à poser au gouvernement, c'est le moment. Après on enchaîne et on va voir ce que les députés ont prévu. Salut Arcturus, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. N'oubliez pas de follow la chaîne pour nous permettre d'arriver aux 10 000 followers. Ce serait chouette qu'on finisse la saison avec 10 000 followers. On a une image, donc on peut lancer le générique quand tu veux. Attends, je regarde juste. Comment ça, encore plus d'élèves vont arriver en fac en étant déçus et ne vont pas être motivés la première année. On dirait que c'est la faute à l'université alors que c'est privé, c'est bien mieux, étonnant. Non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Non, c'est juste que les dernières commissions d'admission à la fac, etc., c'est à la rentrée. Donc c'est à la rentrée que les élèves sauront définitivement s'ils sont vraiment pris nulle part ou pas. Et donc les ajustements seront toujours à la rentrée dans les semaines qui précèdent la rentrée scolaire. C'est là que les écoles privées font le plein. On peut lancer le générique et on se retrouve tout de suite en direct du Palais Bourbon. A tout de suite. Bienvenue sur Acropolis, si vous nous rejoignez, il est 15 h, on est toujours le 3 juillet 2017, on est mardi et c'est parti pour la séance de questions d'actualité au gouvernement. Je rappelle que c'est la seule séance qu'il y aura cette semaine puisque aujourd'hui, mardi 3 juillet 2018, c'est le début de la session extraordinaire du Parlement. Et qui dit session extraordinaire dit une seule séance de QAG par semaine. La session extraordinaire va durer jusqu'au mois d'août prochain et elle est longue et lourde cette session extraordinaire parce qu'il y a un paquet de trucs à discuter, dont notamment la réforme constitutionnelle et ça c'est pas rien. On pourrait avoir un député qui regarde Acropolis et qui chaque semaine pose une question au gouvernement issue du chat. Je sais que c'est non mais ce serait cool quand même. Alors non, dis pas ça trop rapidement parce que ça a déjà été évoqué. C'est une excellente idée, beaucoup de députés trouvent que c'est une excellente idée. Mais l'Assemblée nationale fonctionne en vase clos et ne travaille pas avec des partenaires extérieurs d'une manière générale. Donc voilà, mais je suis d'accord avec toi pour dire que ce serait une excellente idée. Mais non, par contre on pourrait avoir des députés en plateau ou sur Acropolis qui répondent à des questions du chat, ouais. Des membres du gouvernement, ce serait encore mieux. François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, qui va ouvrir cette session extraordinaire. Est-ce qu'il va dire un petit mot pour l'ouverture ? La séance est ouverte. En application des articles 29 et 30 de la Constitution, je déclare ouverte la session extraordinaire convoquée par décret du président de la République du 18 juin 2018. Les articles 29 et 30 de la Constitution, c'est les articles qui prévoient les modalités d'ouverture des sessions du Parlement et de convocation du Parlement. Et donc c'est bien un décret du président de la République qui convoque le Parlement. Allez, c'est Gilles Carrès qui va poser la première question de cette séance de QAG. Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le ministre des Finances, le prix du gaz vient d'être relevé de 7,5%. Et en 6 mois, l'essence a augmenté de 15%. Un Français qui gagne le SMIC et qui doit prendre sa voiture pour aller travailler, voit filer 10% de son salaire uniquement avec les frais d'essence. Dans quelques jours, plusieurs millions de nos compatriotes partent en vacances. Le budget des vacances est toujours serré. On compte à quelques dizaines d'euros près. Malheureusement, ce budget va être amputé par les dépenses de carburant. Alors c'est vrai, Monsieur le ministre, vous n'êtes pour rien dans la hausse du prix du baril de pétrole. En revanche, vous êtes responsable de la hausse des taxes. Et chacun sait que les taxes constituent plus des 2/3 du prix de l'essence. Et depuis le 1er janvier, ces taxes, vous les avez augmentées massivement. Alors je sais que vous êtes préoccupé par la baisse du pouvoir d'achat des Français
Et je veux donc vous poser 3 questions. Ah, Combien de milliards supplémentaires l'État est en train de confisquer aux Français avec la hausse de la taxe sur l'essence et la TVA? Trouvez-vous intelligent, trouvez-vous juste d'augmenter les taxes précisément au moment où le prix du baril de pétrole s'envole? Enfin, êtes-vous prêt à restituer aux Français une partie de ces milliards d'euros que vous leur ponctionnez? Gilles Carrez, c'est un très très grand député de la Commission des Finances. Nous allons tous faire des économies d'essence, car depuis avant-hier, nous sommes obligés de rouler à moins de 80 km/h. Gilles Carrez qui glisse une petite attaque à la limitation de 80 km/h qui est chère au Premier ministre. Gilles Carrez, c'est l'ancien président de la Commission des Finances et c'est son 6e mandat. C'est son 6e mandat de député. Et donc il pose cette question sur l'augmentation des prix du carburant en ce week-end de départ en vacances. Cette semaine de départ en vacances. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Gilles Carrez, j'espère que vous m'entendrez à travers le brouhaha. Non, je vais économiser une réponse qui serait trop facile. Simplement vous dire que l'intelligence ne se mesure pas au décibel, Monsieur le député. Excusez-moi. Nicolas Hulot qui décide finalement de ne pas laisser passer cette réponse facile. Carré, mais comme je tiens à ce que vous entendiez ma réponse, j'ai une cruelle conscience des difficultés auxquelles vous faites référence. Le gouvernement a choisi d'abord un principe. On peut en débattre. Basculer certaines régulations, soulager certains prélèvements obligatoires, pour les basculer là où on a besoin de changer les comportements pour atteindre nos objectifs énergétiques. La meilleure manière, Monsieur Carré, de compenser cette hausse qui est indiscutable et qui est difficile pour ceux que l'on appelle les précaires énergétiques notamment, et y compris les précaires dans la mobilité, c'est de leur donner tous les instruments possibles pour compenser cette hausse par la baisse de consommation. C'est pour ça que dans le domaine du bâtiment, avec les certificats d'économie d'énergie, avec le crédit d'impôt sur la transition énergétique, avec les primes à la conversion, nous avons mis à disposition de ceux qui se retrouvent dans une impasse une possibilité sur le long terme de se protéger de la hausse des carburants. C'est indéniable. Je vous donne simplement un exemple. C'est intéressant ce que dit Nicolas Hulot. On fera encore plus. Aujourd'hui, la prime à la conversion, elle permet à tous les ménages d'avoir accès à une prime de 1 000 € et dont le montant est porté à 2 000 € pour les ménages les plus modestes. Cette prime, elle a tellement bien marché que nous avons déjà explosé tous les dispositifs et tous les objectifs. Les résultats sont là, monsieur. 90 000 Français ont demandé à bénéficier de ce dispositif, dont 70% enfin. En gros, ce qu'explique Nicolas Hulot, c'est assez intéressant, c'est que quand le prix du pétrole monte, plutôt que le prix des carburants monte et des ressources montent, plutôt que de baisser les taxes et donc les ressources de l'État, l'État utilise ses moyens pour permettre aux gens de souffrir moins de la hausse en les aidant à consommer moins. Donc pour que ça ait moins d'impact sur le pouvoir d'achat. Et donc en les aidant à améliorer leur logement pour que ce ne soit pas des passeurs énergétiques et à changer de véhicule avec la prime à la conversion. Le délinquant multirécidiviste Redouane Faïd s'est évadé du centre pénitentiaire de Réau. Cette évasion a saisi nos concitoyens par son aspect spectaculaire. Elle a été perpétrée par une équipe particulièrement déterminée et organisée. Ces individus étaient visiblement équipés de véritables armes de guerre et ils avaient minutieusement préparé leur évasion. Mes pensées vont d'abord au personnel pénitentiaire. Même s'il n'y a pas eu d'agression physique, je mesure la frustration et le traumatisme des agents publics qui travaillent dans cette prison. Je pense aussi aux pilotes de l'hélicoptère et je pense enfin et surtout à la famille d'Aurélie Fouquet, policière municipale de 26 ans, tuée lors d'un braquage organisé par ce délinquant. Je pense à son enfant, aujourd'hui âgé de 7 ans. À cet égard, je voudrais dire mon effarement face aux commentaires parfois complaisants dont bénéficie cet individu. Souvenons-nous de son cynisme quand il affirmait son refus de la violence sur les médias quelques semaines après la mort de cette jeune femme. Un peu de décence, de respect de la douleur d'une famille sont parfois des devoirs impérieux. Ce qui est terrible aussi, c'est la parole de cette famille qui a fait savoir sa conviction déjà ancienne et fataliste que cet individu spécialiste de l'évasion ne resterait pas en prison. Madame la ministre, quand une telle faillite est ressentie comme inévitable, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je sais que vous en êtes consciente et que vous êtes consciente de l'absolue nécessité de comprendre ce qui s'est passé. Il y a pu y avoir des erreurs et les informations de la presse de ce matin, une demande sans suite de transfert vers un centre mieux sécurisé, nous interrogent. Pour corriger, il faut comprendre.
Guillaume Vuittet qui soulève un petit peu le tapis et qui demande à Nicole Belloubet des comptes, la ministre de la Justice, qui doit répondre devant les députés des dysfonctionnements, apparemment des dysfonctionnements de la pénitentiaire. Guillaume Vuittet, il est secrétaire de l'Assemblée nationale, il est écologiste, il siège au sein du groupe La République En Marche. Il est consultant scientifique et technique indépendant, il est spécialisé dans le domaine du logement et des territoires. Monsieur le député, et donc il pose la question sur l'évasion de Redouane Faïd aujourd'hui. Pour la ministre de répondre messieurs les députés, monsieur le député, de ce dysfonctionnement. On l'écoute. Nous avons évidemment tous été frappés par cette évasion hors norme qui a été exécutée par un commando qui manifestement l'avait très bien préparée. Le parquet de Paris est aujourd'hui saisi et toutes les forces de l'ordre sont mobilisées pour retrouver ce fugitif. Comme garde des Sceaux, je suis évidemment responsable de la sécurité dans les établissements pénitentiaires. C'est la raison pour laquelle je me suis rendue dès dimanche à l'établissement de Réau. Ce centre pénitentiaire est une prison qui est moderne, elle date de 2011 et c'est une prison qui est sécurisée. Elle est donc adaptée pour accueillir ce type de détenus comme Redouane Faïd. Je tiens d'ailleurs à signaler que c'est un établissement qui ne connaît pas de sous-effectif en termes de personnel et que le régime du détenu, un détenu particulièrement signalé, était un régime singulièrement adapté et spécifiquement adapté à une prise en charge nécessitant une surveillance renforcée. Je veux comprendre comment cette évasion a pu se produire. Et pour le comprendre, j'ai souhaité qu'une mission d'inspection soit immédiatement diligentée sur place. Elle me rendra ses conclusions d'ici une quinzaine de jours. Je suis bien entendu tout à fait disposée à venir présenter les résultats de cette inspection devant la représentation nationale dès que possible et en toute transparence. Alors que vous voyez Marine Le Pen qui n'en croit pas un mot. Je le dis devant vous, je souhaite porter un regard clinique sur cette évasion et je souhaite tirer toutes les conséquences qui devront en être tirées. Je dis bien toutes les conséquences, y compris pour mesurer les défaillances et prendre les éventuelles sanctions qui s'imposeraient si cela est nécessaire. C'est compliqué quand même pour Nicole Belloubet d'expliquer qu'en gros on est dans une prison modèle qui est parfaitement adaptée et que le régime de Redouane Faïd était adapté et en même temps il s'est évadé quand même. Si nous avons depuis... Madame la ministre, la parole est à monsieur Alain Brunel. Alain Brunel. Madame la ministre de la Santé, depuis le 10 janvier 2018, les parlementaires communistes parcourent la France pour aller à la rencontre des personnels hospitaliers. À chaque hôpital visité, le même constat, des personnels usés, des services en sous-effectif, des lits supprimés, des moyens financiers insuffisants. Depuis plusieurs mois, le monde de la santé ne cesse de vous alerter sur cette situation critique concernant conséquences des derniers choix budgétaires, à l'exemple de Pierre Janet au Havre. Les urgences hospitalières ne sont que le triste reflet d'hôpitaux au bord de l'asphyxie. Outre le nombre de passages qui explosent et des délais d'attente qui s'allongent, s'ajoute une pénurie de médecins urgentistes. L'été s'annonce dramatique avec des départs en congé non remplacés et la difficulté de recourir à des médecins remplaçants. Selon le président de SAMU Urgences de France, il y aurait une centaine de services en danger cet été. Face à ce cri d'alarme, vous n'avez eu qu'un seul conseil à donner, Madame la ministre, que les citoyens soient responsables en allant à l'hôpital pour les seules urgences vitales. Plus que des recommandations, nous vous demandons de vraies réponses. Je vous poserai donc deux questions, Madame la ministre. Dans l'immédiat, que comptez-vous mettre en place pour éviter le risque sanitaire cet été? Deuxièmement, alors que de nouvelles coupes budgétaires sont envisagées pour 2019 sur l'assurance maladie, allez-vous enfin sortir de la logique de compression des coûts pour redonner enfin, pour tout le personnel et les patients, une bouffée d'oxygène à nos hôpitaux? Alain Brunel qui pose la question hôpitaux du jour. Alain Brunel, il est permanent du Parti communiste. Il y en a qui me demandent parfois s'il y a des ouvriers à l'Assemblée nationale. Lui, c'était un ouvrier. Il a commencé à bosser dans une usine de textile à l'âge de 14 ans. Merci, monsieur le président. Et aujourd'hui, il pose la question sur le financement des hôpitaux à Agnès Buzyn, la ministre de la Santé. On l'écoute. Malheureusement, la situation dans les hôpitaux se dégrade depuis le début des années 2000. Vous le savez, ça ne date pas du 1er janvier 2018.
La situation est liée d'une part à une très grande difficulté à recruter des médecins, à la fois au milieu hospitalier et à la fois en médecine de ville. Pourquoi? Parce que nous avons fermé le numerus clausus permettant la formation des médecins entre 1977 et 2005, en formant moins de 4000 médecins par an, alors que nous en formons maintenant 9000 par an. Mais il faut 15 ans pour que ces médecins arrivent sur le marché. Et nous avons aujourd'hui un déficit de recrutement de temps médical, à la fois dans les établissements de santé, publics, privés. Agnès Buzyn qui s'en prend au numerus clausus. Le numerus clausus, c'est la quantité de médecins qu'on forme chaque année. C'est le maximum de médecins qu'on peut former par an. Vous en parlez pour les urgences. Et comme d'après elle, il a été en déficit pendant de nombreuses années, on se retrouve aujourd'hui avec une pénurie de médecins. Toutes les ARS anticipent les départs en vacances. Nous comptabilisons les lits ouverts dans les différentes disciplines. Nous redistribuons un certain nombre de personnels et réouvrons des lits dans les zones en tension et notamment dans les zones touristiques pour qu'il n'y ait pas de défaut d'accès aux urgences dans les zones où se rendent nos compatriotes pendant les mois d'été. Tout cela est parfaitement monitoré au ministère. J'ai rencontré les médecins urgentistes hier, je les vois pratiquement tous les mois pour faire le point avec eux. Nous faisons aussi face à des mercenaires aujourd'hui qui sont des médecins, vous le savez, qui travaillent à la journée, parfois payés 2000 € par jour, et qui sont aujourd'hui responsables en partie du déficit de petits hôpitaux périphériques sur lequel j'ai pris un décret pour limiter leurs revenus. Et je continue aujourd'hui à m'engager vers une transformation en profondeur de notre système de santé qui sera annoncée dans les prochaines semaines, qui vise à réorganiser à la fois la médecine de ville et la médecine hospitalière pour un meilleur accès aux soins. Agnès Buzyn qui s'en prend directement à des médecins mercenaires qui se font payer hyper cher à la journée pour remplacer les postes vacants. Merci Président. Oh, ma question Joël Giraud. Monsieur le Premier ministre. Entre 2014 et 2017, le précédent gouvernement avait mis en place une contribution au redressement des finances publiques prenant la forme d'une baisse unilatérale de 9,3 milliards d'euros de la dotation globale de fonctionnement, contraignant les collectivités à des efforts importants, souvent difficiles. L'actuel gouvernement a acté de la fin de cette baisse aveugle et immédiate des dotations aux collectivités pour la remplacer par un mécanisme de contractualisation. Il s'agit d'une nouvelle ère dans les relations financières entre l'État et les collectivités. Elle ouvre une démarche inédite et partenariale de responsabilisation des exécutifs locaux. Alors ça, faut que je vous l'explique. En gros, le précédent gouvernement, à l'époque de François Hollande, avait choisi effectivement de faire contribuer les collectivités locales au maintien du déficit en dessous des 3% pour sortir du dispositif de déficit excessif de Bruxelles. Et donc les collectivités territoriales avaient dû se serrer la ceinture à hauteur de 9 milliards d'euros au total. Joël Giraud qui vient de rappeler qu'effectivement, La République En Marche, depuis qu'elle est arrivée au gouvernement, a choisi une autre logique qui est la contractualisation avec les collectivités locales. En gros, les collectivités locales qui s'engagent avec l'État dans un contrat à limiter l'augmentation de leurs dépenses de fonctionnement d'un maximum pendant les années qui viennent, obtiennent des crédits supplémentaires. Cohérente avec la tendance passée. Selon les chiffres communiqués par le gouvernement, il apparaît que 228 maires et présidents d'exécutifs ont confirmé leur engagement dans cette démarche de contractualisation, soit 70,8% des collectivités concernées. Ce processus est d'autant plus vertueux que notre collègue Lise Magnier avait permis de l'étendre par amendement aux collectivités volontaires et 16 collectivités ont souhaité se joindre à la démarche. Sans méconnaître l'inquiétude des collectivités, voire un dialogue quelquefois difficile avec quelques préfectures. Effectivement, Joël Giraud qui fait référence à certaines collectivités qui ont refusé de contractualiser avec l'État, je pense notamment à la Seine-Saint-Denis. Soit liées à des considérations politiciennes ou tactiques. Et le Haut-Rhin. Monsieur le Premier ministre, quel bilan faites-vous de ce premier semestre, de la phase des négociations et du nombre de collectivités signataires? Merci. Joël Giraud, il est rapporteur général de la Commission des Finances. C'est l'un des députés les plus actifs de cette législature. Il est administrateur civil hors classe, en détachement. Et je précise que l'Association des maires de France est en train de bouder le gouvernement. Monsieur le rapporteur. Et donc on va écouter Édouard Philippe qui va essayer de rassurer les élus locaux. Pendant longtemps, les collectivités territoriales ont subi un gel des dotations qui leur étaient versées par l'État. Ce gel des dotations, il a été dénoncé, monsieur le député, par l'ensemble des collectivités territoriales, à gauche et à droite. Puis, à partir de 2014, ce gel a laissé la place à une baisse des dotations aux collectivités territoriales, laquelle a été unanimement critiquée et contestée. Nous avons voulu placer les relations financières
entre l'État et les collectivités territoriales sur un autre plan. Nous avons voulu faire en sorte que celles des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, qui représentent la plus grande part de la dépense publique locale, soient liées avec l'État par un pacte financier qui garantit la pérennité de ces subventions et qui prévoit non pas une baisse, mesdames et messieurs les députés, des dépenses publiques locales, mais une progression maîtrisée à 1,2% en plus par an. Ah, c'est ce que je cherche, c'est le chiffre que je cherchais tout à l'heure. 1,2% max d'augmentation des dépenses par an. L'idée n'a pas été d'imposer, mesdames et messieurs les députés, un mécanisme à toutes les collectivités territoriales, mais bien aux 322 plus grandes collectivités ou plus grands EPCI qui représentent à ces 322-là plus de 60% de la dépense publique locale. Le contrat... Monsieur le député, vous me faites penser au Mont Fleury de Cyrano qui gueule avec des hans de porteurs d'eau le verbe qu'il ferait mieux de laisser s'envoler. Édouard Philippe qui te cite Cyrano dans la gueule en direct. C'est 300 si tu les gueules dessus. Collectivités territoriales. Putain, il est bon. Mais je ne sortirai pas mon espadon. Sur ces 322 collectivités territoriales, mesdames et messieurs les députés, 230 se sont engagés. 230, et je voudrais vous en dire un mot. 121 communes, 35 présidents d'agglomération ou de communautés urbaines, 20 présidents de métropole, 45 présidents de conseils départementaux et 9 présidents de conseils régionaux. Et à ceux qui formulent de façon sonore des oppositions, je les invite à bien regarder qui a signé ces contrats. Qui a signé Édouard Philippe qui fait référence à Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et patron des Républicains. Par les collectivités territoriales et notamment par les associations d'élus locaux. C'est le cas de France Urbaine, c'est le cas de la DCF, c'est le cas de l'association Ville-de-France. Ce sont des associations d'élus qui ont voulu placer les relations de l'État avec les collectivités territoriales. Édouard Philippe qui fait remarquer aux députés Les Républicains, vous gueulez, mais les présidents d'agglomération républicains, eux, ils signent. J'indique également, mesdames et messieurs les députés, que la nature de ces contrats a fait l'objet de discussions avec les collectivités territoriales à Cahors, qu'elles ont fait l'objet d'un contrôle par le Conseil constitutionnel qui a déclaré ces contrats conformes à la Constitution. Autrement dit, mesdames et messieurs les députés, dans cette grande question qui est celle de la maîtrise de la dépense publique, les collectivités locales vont jouer leur part. Leurs dépenses vont progresser, mais elles vont participer à cette maîtrise. L'État participe également à cette maîtrise. Et vous aurez l'occasion de voir que dans le budget 2018 tel qu'il était exécuté et dans le budget 2019 tel qu'il est préparé, le rythme de progression des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales a été fixé à un niveau supérieur à celui des dépenses de l'État. Manière de dire, on se serre la ceinture ensemble entre les collectivités et l'État, mais les collectivités, on laisse un petit peu plus de l'est aux collectivités. C'était la longue réponse d'Édouard Philippe sur cette question, assez technique mais très politique. Merci Monsieur le Président. On écoute Arnaud Viala. Depuis des années se déroule sous nos yeux le spectacle insoutenable de drames humains incessants. Depuis 2013, 15 000 migrants ont trouvé la mort dans la seule Méditerranée, pour la plupart victimes de réseaux de passeurs. Depuis des années se brisent sur notre sol des milliers de destins venus y chercher un havre qu'ils n'y trouveront pas. Depuis 2015, plus d'1,5 million de migrants sont entrés illégalement en Europe. Ce que l'on appelle par fausse pudeur la crise migratoire va continuer de s'amplifier de par les conflits, la démographie et les mutations climatiques. Et en même temps, depuis maintenant plus d'1 an, à l'unisson du président de la République, votre gouvernement promet des solutions. Depuis maintenant plus d'1 an, votre majorité a brandi sa loi Asile-Immigration avant de parler de règlement européen de la crise migratoire. Depuis maintenant plus d'1 an, rien n'a changé. Votre loi Asile-Immigration, précisément,
a même éludé la question du sort à réserver aux 300 000 clandestins présents sur notre sol. En Allemagne, les partis de la coalition se déchirent au prix d'une instabilité politique inédite depuis des décennies. La semaine dernière, le président de la République est sorti du Conseil européen en proclamant que l'accord idéal avait été signé. Et en même temps, en y regardant de près, les plateformes régionales de débarquement de migrants pour les dissuader de traverser la Méditerranée sont irréalistes. Les centres contrôlés sur le territoire européen pour les accueillir et les répartir sur une base volontaire seront totalement inefficaces. L'augmentation des effectifs de Frontex prendra des années. Aucune décision n'a été prise sur le droit d'asile européen. Ma question est simple, Monsieur le Premier ministre. Quand le président Macron va-t-il enfin prendre une position claire et cesser de faire croire aux Français qu'il n'y a plus de problème? Arnaud Viala qui trouve le président de la République trop laxiste. Peut-être qu'il fait référence indirectement à l'accord qui a été trouvé entre Angela Merkel et la CSU hier. Je précise qu'il est membre du bureau politique des Républicains. Il était prof d'anglais dans l'Académie de Toulouse. Arnaud Viala, et il est actuellement député de l'Aveyron. On écoute Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, qui lui répond sur l'immigration. Député Arnaud Viala. Je voudrais d'abord donner quelques chiffres. Aujourd'hui, les arrivées en Europe ont diminué de moins 41% sur les 6 premiers mois de l'année par rapport aux 6 premiers mois de l'année dernière, qui eux-mêmes étaient en diminution par rapport à l'année précédente. Pour donner un certain nombre de chiffres plus précis, en direction de l'Italie, les arrivées ont diminué de 77%. Alors oui, nous pensons qu'il faut donner une réponse européenne à la crise migratoire. Faire ce que nous essayons de faire en France et au travers de la loi Asile, Immigration et Intégration, faire que dans des temps plus raccourcis, nous soyons capables de dire qui a droit à l'asile parce qu'il est en besoin de protection et qui n'a pas droit et doit pouvoir être éloigné. Nous travaillons sur ces sujets avec les pays d'origine. Et comme vous le savez, aujourd'hui, le président... Effectivement, Benab, c'est intéressant ce que tu dis, Gérard Collomb. Il a commencé sa réponse en précisant que le nombre de migrants qui arrivent sur les côtes européennes est en baisse. La crise migratoire, elle était dans les années 2015-2016. Et pour paraphraser Emmanuel Macron, président de la République, il a déclaré, il a déclaré ça en Allemagne d'ailleurs, qu'il n'y avait pas de crise des migrations en Europe. Il y avait une crise politique européenne autour de la question de l'immigration. Un certain nombre de solutions. Enfin, nous le faisons en France avec la loi que nous vous proposons. Donc, chaque fois, humanité et responsabilité. Humanité et responsabilité, les deux leitmotivs de l'action du gouvernement en matière d'immigration. Monsieur Michel Fanget. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. La loi de finances 2018, votée il y a quelques mois dans cet hémicycle, a acté le remplacement de l'ISF par l'impôt sur la fortune immobilière. Ce souhait légitime de réorienter l'épargne des Français vers l'investissement productif a entraîné une baisse significative du nombre de contribuables assujettis à ce dispositif fiscal. Un des effets corollaires de cette réforme a été la diminution drastique des dons faits aux associations qui maillent notre territoire et qui œuvrent au profit de l'intérêt général. D'ailleurs, vous connaissez Twitch Prime ? Lors des débats sur le projet de loi de finances 2018, le groupe Modem et Apparentés, et notamment ma collègue Sarah El Haïry, avaient alerté le gouvernement sur le risque d'une diminution sensible des dons faits aux associations. Nos craintes étaient malheureusement fondées et les premiers éléments qui nous remontent du terrain laissent apparaître des baisses de dons de l'ordre de 50 à 70%. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de vous détailler tout le bien fondé de la démarche associative, ni de vous lister l'ensemble des actions menées par les associations au profit de nos concitoyens et notamment des plus fragiles. Je connais l'attachement du gouvernement au monde associatif et les travaux qui viennent d'être initiés pour favoriser l'engagement associatif.
Michel Fanget, il est député du Puy-de-Dôme, il est député Modem, il est cardiologue de profession et il pose une question assez intéressante sur la question de l'effet rebond en fait de la suppression de l'ISF. En fait, l'ISF, l'impôt sur la fortune, il y avait un certain nombre de niches fiscales qui permettaient aux personnes qui ont suffisamment d'argent pour payer l'ISF de défiscaliser en partie en accompagnant, notamment en faisant des dons aux associations. C'est ce qu'on appelle le principe de la donation, des gens généreux qui donnaient de l'argent aux associations et du coup ils étaient taxés d'autant moins. Et malheureusement pour les associations, la suppression de l'ISF correspond à une baisse du nombre de dons aux associations. Une richesse et une fierté pour notre pays ne soient encore plus mises à mal qu'il ne l'est aujourd'hui après la réforme des contrats aidés. Merci. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Et c'est le ministre de l'Éducation nationale qui a dans son portefeuille ministériel la question associative qui va répondre. Cette question est très importante et je sais votre attachement et l'attachement du groupe Modem à la question des associations. Nous avons déjà eu plusieurs travaux dans cet hémicycle sur cette question et déjà plusieurs progrès ont été faits. De façon générale, dans le débat public ces derniers temps, on a eu tendance à insister sur les nouvelles négatives en matière de recettes pour les associations et il y a pu en avoir et effectivement il y a une plus faible recette au titre de l'exonération de l'ISF. Mais il y a aussi à mettre en regard un certain nombre de bonnes nouvelles de ces derniers temps et je voudrais les rappeler parce qu'en fait, elles correspondent à ce que vous demandez, c'est-à-dire une forme de transition dans le mode de financement des associations en France. Cette transition n'étant pas d'ailleurs achevée et le travail auquel vous appelez doit en effet être mené. Mais néanmoins, je voudrais rappeler ceci. D'abord, au titre de la valorisation de la société de l'engagement que nous voulons, nous avons aujourd'hui, à travers le PLF 2018, permis une réforme fiscale d'envergure qui va venir en soutien des associations. Cela signifie que le crédit d'impôt sur la taxe sur les salaires, qui sera maintenu en 2018, se traduira par un gain annuel de 500 millions d'euros pour les associations. Cela commencera à se voir véritablement en 2019, avec un CITS qui se cumulera avec la transformation du CICE en une réduction pérenne des cotisations patronales. Cela va représenter 1,4 milliard d'euros pour les associations. C'est largement plus que ce qu'elles auront pu perdre à d'autres titres. En 2019, les associations employeuses bénéficieront donc du cumul du CITS et du CICE, ce qui fera plus de 2 milliards d'euros. En parallèle, vous le savez, nous avons abondé le fonds pour le développement de la vie associative de 25 millions supplémentaires. Et en faisant cela, nous pensions davantage aux petites associations, et notamment en milieu rural, et c'est ce qui a été fait. Jean-Michel Blanquer qui du coup précise l'ensemble des mesures qui vont bénéficier au secteur associatif l'année prochaine. En gros, il a conscience du fait que les associations ont moins de dons, mais en échange, il dit que les associations bénéficieront de dispositifs d'allègement fiscaux, notamment sur les cotisations patronales. Continue à valoir, mais bien entendu, nous allons progresser au cours des prochaines années, et grâce au travail parlementaire en particulier. Merci, monsieur le ministre. Intéressant. La parole est à monsieur Olivier Becht. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, nous assistons confortablement assis dans nos fauteuils à la déconstruction de l'Europe qui nous assure la paix depuis 70 ans. La déconstruction de l'Union européenne avec le Brexit et le repli sur les frontières nationales nourries par le populisme face à la crise migratoire. Mais aussi la déconstruction de la grande Europe où chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus de la sortie de la Russie du Conseil de l'Europe, faute pour elle de payer sa participation à l'organisation suite aux sanctions dont elle a fait l'objet pour l'annexion de la Crimée. La grande Europe, c'est le Conseil de l'Europe, c'est 47 États membres, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 47 États membres de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. De l'état de droit et des droits de l'homme n'ont paru aussi menacés. Donc c'est pas l'Union européenne, c'est une autre organisation européenne. À la Maison Europe, il est urgent de l'éteindre avant qu'il ne consume l'édifice et nous avec. Nous connaissons les convictions profondes du Président de la République exprimées à la Sorbonne et de votre gouvernement. Bien sûr, nous y adhérons, mais malgré les avancées, les résultats restent fragiles et souvent les compromis diplomatiques sacrifient l'efficacité sur l'autel des égoïsmes nationaux et d'un improbable volontariat comme à Bruxelles encore la semaine dernière. À l'heure où Simone Veil a rejoint Jean Monnet et Robert Schuman au Panthéon, nous avons besoin, Monsieur le Premier ministre, de retrouver la foi et l'audace des pères fondateurs. Pour ne plus jamais avoir à choisir entre le déshonneur et la guerre, la France doit réinventer un projet fort, une Europe ambitieuse, efficace et qui protège. Face à la peur, elle doit aussi réinventer un rêve européen,
C'est sa responsabilité devant l'histoire. Salut Rafidoc. Olivier Becht, c'est un vrai européiste convaincu. Il s'est engagé en politique aux côtés de Jacques Delors, l'un des pères de l'Europe. Jacques Delors, Olivier Becht, donc qui pose la question sur la construction européenne. Et il a commencé par parler effectivement du retrait possible de la Russie de la CEDH Nathalie Loiseau, à cause de la crise de la Crimée. Et c'est Nathalie Loiseau qui va lui répondre, qui va répondre donc à ce député UDI. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Olivier Becht. On l'écoute. Je partage votre constat. Oui, aujourd'hui, l'Europe est en danger. Pas tant à cause du Brexit, parce que sur ce sujet, les 27 sont unis et en cohésion, et c'est plutôt du côté de Londres qu'on trouve une certaine confusion. Ce n'est pas non plus les mesures commerciales unilatérales de Donald Trump qui menacent l'Europe, parce que là encore, l'Union européenne a su apporter une réponse unie et ferme. Ce n'est pas davantage la situation géopolitique instable que connaît le monde qui fragilise l'Europe. L'Union européenne progresse dans son autonomie stratégique et aujourd'hui, l'Europe de la défense est en marche. Sur tous ces grands défis, le président de la République avait appelé à une Europe souveraine et unie, et les faits lui ont donné raison. Venons-en à la question migratoire. Il y a quelques jours, on disait l'Europe paralysée et divisée. Dans la nuit de jeudi à vendredi de la semaine dernière, l'Europe a su montrer son unité et a su proposer des solutions européennes, coopératives. Nathalie Loiseau qui fait référence à l'accord qui a été trouvé. Alors que Déclanter resub, merci beaucoup Déclanter pour ton resub. Tu connais Twitch Prime? Et solidarité. Mais le danger était là et il est toujours là. Certains, sur les questions migratoires, comme sur le reste des questions européennes, veulent des solutions simplistes, aiment les effets d'estrade et font prévaloir les égoïsmes nationaux. En Europe aujourd'hui, il y a deux camps. Celui des progressistes qui proposent des solutions et celui des populistes qui cherchent à envenimer les problèmes. Je suis fière d'appartenir au premier. C'est évidemment une référence directe à Marine Le Pen que vous voyez à l'image et qui se marre en entendant Nathalie Loiseau dire ça. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Armées. Madame la Ministre, ce week-end, le terrorisme a encore lâchement frappé à Gao, au Mali. Des civils ont été tués et certains de nos soldats ont été blessés. Dans le courant de la semaine dernière, le PC de la force conjointe G5 Sahel avait déjà été pris pour cible, faisant plusieurs victimes. Je voulais commencer par rendre un hommage appuyé à ces victimes, ainsi qu'à tous les soldats de l'opération Barkhane. Depuis 2013, 22 de nos soldats sont tombés au champ d'honneur pour que la stabilité puisse régner en Afrique. Sur le terrain, j'ai personnellement pu me rendre compte de l'engagement et de la qualité du travail de nos militaires. Madame la Ministre, le Sahel se situe peut-être à des milliers de kilomètres de Paris, mais sa sécurité dépend de celle de la France. Loin de nos frontières, le combat contre le terrorisme se joue aussi là-bas. Mjid El Guerrab qui fait référence à l'attentat qui a été mené contre les forces françaises au Mali, qui est du coup l'occasion de poser, l'actualité sur ce qui se passe au Sahel. Mjid El Guerrab, je précise qu'il a été élu sous l'étiquette La République En Marche, mais qu'il a quitté le parti et le groupe politique à l'Assemblée nationale après s'être battu avec un autre député qu'il a agressé à coups de casque. Faisons confiance aux pays africains pour prendre leur destin en main. Et pour citer le capitaine Thomas Sankara, un Africain s'adressant aux Africains, il leur disait « Comptons sur nos propres forces ». Madame la Ministre, ma question est simple. Ça date de l'année dernière. Quelle est la suite? Quelles sont les prochaines étapes pour combattre le djihadisme au Sahel et donc en Europe? Comment accompagner plus encore la force conjointe? Quelles options envisagez-vous? Oui, t'as raison, il n'a pas tapé sur un autre député, il a tapé sur un élu parisien. Peu importe, en tout cas, le fond de sa question, c'est ça qui est plus intéressant. C'est le Mali, l'implication de la France au Sahel et la situation des forces françaises dans le Sahel, suite notamment à ce terrible attentat. Ministre des Armées. Et on écoute Florence Parly. Messieurs les députés, monsieur le député. Excusez-moi, petit problème technique. Moi aussi, je veux rendre hommage à ceux que les attentats de la semaine dernière ont touchés à Sévaré puis à Gao. Maliens, je rappelle qu'il y a plusieurs morts à déplorer parmi les civils.
Maliens ou Français, victimes civiles ou combattants, ils ont été frappés par le même ennemi, lâche et abject, le terrorisme. Je veux également saluer l'engagement et le courage de tous les soldats français qui participent à l'opération Barkhane et qui combattent. Depuis le début de l'année, ce sont plus de 120 djihadistes qui ont été maîtrisés, mis hors de combat, dont un grand nombre sont des chefs importants. Les armées françaises adaptent en permanence leurs dispositifs, avec comme objectif invariable à la fois de combattre les groupes terroristes et de renforcer les armées locales. Nous serons là aussi longtemps qu'il le faudra. Mais à terme, avec l'aide de la communauté internationale, c'est comme vous l'avez dit, au Sahel d'assurer la sécurité du Sahel. Dimanche, la force conjointe du G5 Sahel, qui est désormais opérationnelle, a relancé 2 nouvelles opérations. J'étais hier avec le président de la République au sommet de l'Union africaine à Nouakchott et en marge de ce sommet, une réunion des chefs d'État du G5 Sahel s'est tenue. Des décisions opérationnelles ont été prises pour s'assurer que cette montée en puissance puisse se poursuivre. Et nous comptons naturellement sur le soutien de la communauté internationale. Enfin, pour terminer, l'action militaire ne suffit pas. Il faut aussi permettre le retour de l'État et les actions de développement au profit des populations. Florence Parly, donc, qui réaffirme le soutien de la France aux pays du G5 Sahel pour qu'ils assurent eux-mêmes la sécurité de la région et que la France ne soit pas obligée de continuer à intervenir en permanence. Madame la ministre des Armées, suite à l'accord trouvé avec le Sénat, la loi de programmation militaire 2019-2025 a été approuvée à une large majorité. Avec l'adoption de ce texte, nous fixons un cap budgétaire et donnons ainsi la visibilité nécessaire à nos soldats, à la communauté de défense dans son ensemble et plus largement à la nation. Chacun le sait, ces dernières années, un redoutable effet de ciseaux s'était fait jour entre des effectifs en forte diminution, des matériels vieillissants et, à contrario, des interventions extérieures plus nombreuses et complexes, et ce qui s'est passé ce week-end à Gao en atteste. La loi de programmation rompt avec cette tendance périlleuse et vise au contraire à faire converger ambition et moyens dans un souci de sincérité budgétaire. C'est la remontée en puissance budgétaire de nos armées avec pour objectif 2% du PIB à l'horizon 2025. Cela permet la hausse des crédits d'entretien pour améliorer la disponibilité des matériels doublement affectés par le vieillissement et l'intensité d'usage. Cela permet également des créations d'effectifs sur les fonctions renseignement et cyber, indispensables face à la menace terroriste présente. Cela permet aussi l'amélioration du quotidien du soldat et ses conditions de vie, celles de sa famille. Il en va de l'attractivité du métier de militaire. Cela permet enfin la mise à l'étude de programmes majeurs pour l'avenir, que sont le futur porte-avions, l'avion de combat du futur ou encore le renouvellement de notre force de dissuasion. François André qui pose une question extrêmement intéressante. Je précise qu'il est membre de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées. Évidemment, ça ne vous étonnera pas puisqu'il pose une question sur le sujet de la loi de programmation militaire 2018-2022, je crois. La loi de programmation, c'est un cadre budgétaire à long terme sur les investissements, sur où est-ce que va arriver l'armée. Ça ressemblera à quoi l'armée dans plusieurs années. Et donc, qu'est-ce qu'on prévoit pour investir, pour se préparer, etc. Donc, il a donné quelques pistes dans sa question. Mais du coup, il va redonner la parole à Françoise Parly, de fait, qui va pouvoir nous en parler un petit peu plus du développement des forces armées françaises. Florence Parly. J'ai dit quoi? Françoise. Florence Parly. Après des années de coupes et de baisse des effectifs, après des années d'un engagement croissant face à une menace terroriste toujours plus prégnante, il fallait des moyens à la hauteur. C'est le cas avec cette nouvelle loi de programmation militaire 2019-2025 qui a été adoptée définitivement la semaine dernière et qui donne à nos armées des moyens et une ambition exceptionnelle. Nous devons maintenant être dignes de la confiance que les Français accordent à leurs armées. À effort exceptionnel, responsabilité exceptionnelle. Pour chaque euro investi, cet euro doit être utile. Modernisation de la fonction RH, numérisation, réforme de la DGA, soutien, maintenance... La DGA, c'est la Direction Générale de l'Armement. Grosse direction du ministère des Armées.
16 chantiers de modernisation et j'ai fixé un cap. Proximité, simplicité, audace. Alors, monsieur le député, cette responsabilité est collective. C'est évidemment la mienne, c'est celle du ministère des Armées, c'est celle du gouvernement, mais c'est aussi la vôtre, celle du Parlement. Car en effet, la loi de programmation militaire prévoit, et c'est heureux, un renforcement des pouvoirs de contrôle du Parlement. Et ce sera donc aussi à vous de veiller que cette loi de programmation militaire s'exécute conformément à ce qui a été voté et qu'il ne manque rien pour sa bonne et pleine application. Nous savons donc ce qu'il nous reste à faire. Nous le devons aux armées, nous le devons à tous les Français. Notre responsabilité est collective, alors maintenant au travail. Florence Parly qui rappelle aussi effectivement que la loi de programmation militaire est l'occasion de renforcer le pouvoir du Parlement sur le contrôle de son exécution. Donc les députés sont invités à faire leur taf d'évaluation. Dans notre assemblée. Ah, Stéphane Le Foll, dans vos nouvelles responsabilités. Stéphane Le Foll qui va quitter l'Assemblée nationale. Standing ovation. Regardez-moi ça si c'est pas mignon. Tous les députés Jean-Claude Boulard qui applaudissent le nouveau maire du Mans qui va donc quitter son mandat de député. C'est sa dernière question d'actualité au gouvernement. C'est une star d'Acropolis. Vous avez été désigné il n'y a pas très longtemps par un magazine comme le vice-président. Je ne doute pas que ce matin, l'évaluation qui a été faite par le Premier ministre vous a conduit à avoir une très bonne note. Vous avez fixé pour l'école des objectifs qui sont ceux d'apprendre à lire, à écrire, à compter et à se respecter. Vous avouerez d'ailleurs que l'inverse aurait été ennuyeux. À partir de là, j'ai des questions à vous poser. Vous avez défendu, et à juste titre, le fait qu'il y ait des dédoublements de classes dans les zones REP+, pour permettre de lutter contre l'échec scolaire. Il se trouve qu'au fur et à mesure que ce processus avance et qu'il est salué dans les classes où ça a lieu, il commence à poser un certain nombre de problèmes. Parce que ce dédoublement consomme bien sûr des professeurs qui sont moins disponibles pour les autres classes et qui pose ainsi des problèmes aussi aux collectivités locales d'ailleurs pour construire des classes. Maintenant que nous sommes plafonnés au niveau de la dépense, il y aura plus de difficultés à investir. Donc les questions sont de 3 ordres, avec des propositions. Première proposition, dans toutes les zones prioritaires, pour le primaire, il faudrait limiter le nombre d'élèves par classe à 20 pour justifier le dédoublement dans les REP+. C'est le premier point. Le deuxième, c'est dans les zones rurales. Là où il y a des RPI, des regroupements pédagogiques intercommunaux, il faut que les seuils de fermeture appliqués dans ces regroupements, pour les regroupements de plus de 3 classes, soient les mêmes que le dédoublement, c'est-à-dire 12 élèves par classe. Et si vous voulez pérenniser cette action dans l'éducation, Monsieur le ministre, la dernière question, c'est quelles seront vos propositions de création de postes au moment du débat sur la loi de finances? 3 questions, Monsieur le ministre. Pour avoir une bonne note, répondez aux questions. Merci. Stéphane Le Foll, c'est sa dernière question au gouvernement. Au revoir Stéphane, de la part de toute la communauté d'Acropolis. Bon courage à toi. Et donc il a posé 3 questions très claires avec des propositions au ministre Jean-Michel Blanquer. Mesdames et messieurs les députés, on l'écoute. Monsieur le député Stéphane Le Foll, à mon tour, je vous félicite pour votre élection et salue cette dernière séance. Et merci de poser une telle question qui est vraiment sur le fond et qui est extrêmement importante. Lire, écrire, compter, respecter autrui, c'est absolument fondamental. En effet, on ne peut pas dire l'inverse, mais malheureusement, la réalité, c'est l'inverse. 20% des élèves sortent de l'école primaire sans cela. Et donc, il faut une action résolument volontariste et, pardonnez-moi de le dire, résolument sociale. Et cette mesure est une des plus sociales qui ait jamais existé depuis fort longtemps en éducation prioritaire. Ce n'est d'ailleurs pas moi qui le dis, c'est un journal du soir, qui est du midi plutôt d'ailleurs maintenant, et le principal syndicat du premier degré qui a fait une enquête sur cette question et qui n'a pas toujours que des lauriers à me tresser. Donc cette réalité, elle est en train d'arriver, donc nous devons d'abord nous en réjouir. Jean-Michel Blanquer qui parle du dédoublement des classes dans les réseaux d'éducation prioritaire en CP et CE1. Poser les questions corrélatives. Ces questions corrélatives, c'est est-ce que ça se fait aux dépens de qui que ce soit? La réponse est clairement et très clairement non. Et vous me donnez l'impression... Vous me donnez l'occasion, de le dire très clairement aujourd'hui. Je rappelle les chiffres. Nous avons créé 4000 postes dans l'enseignement primaire. Nous consacrons environ 3000 à 3200 postes pour les dédoublements de CP et de CE1. Il reste donc, c'est exact, monsieur le député, et donc c'est ainsi que les 800 autres postes ont permis d'atténuer les conséquences de la baisse démographique en milieu rural. C'est vrai dans votre département. Dans la Sarthe, il n'y a eu aucune suppression de postes, alors qu'il y a 750 élèves en moins.
Nous avons créé des dédoublements. Le taux d'encadrement dans la Sarthe à la rentrée prochaine sera de 5,44. Il était de 5,2. Il était de 5,2 l'année dernière. Autrement dit, je suis en train de répondre positivement à votre question. Oui, nous allons baisser le taux d'encadrement. Oui, ça a commencé. Et oui, l'école primaire rurale va être en situation favorable grâce à la politique menée. Merci. Stéphane Le Foll qui n'est pas satisfait de la réponse pour sa dernière question au gouvernement. La parole est à monsieur Max. Mais c'est intéressant, du coup on a entendu, et c'est rare qu'on parle de ce sujet-là des écoles rurales. La question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Jeudi dernier, le président de la République a reçu le livre bleu Synthèse des Assises des Outre-mer, initié il y a 1 an. Il a ainsi dégagé la feuille de route du gouvernement autour de 4 priorités. La bataille pour la création d'emplois, l'ancrage régional dans le grand bassin et le voisinage, les croissances vertes et bleues et la différenciation dans les compétences. Le président de la République nous a donné rendez-vous dans 18 mois pour faire un point d'étape précis, dit-il, sur la mise en œuvre des mesures qui ont été retenues. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous assurer qu'il ne s'agit pas là d'une façon de nous faire patienter, une fois de plus, tout en reconduisant un budget à l'identique? Car le projet de loi des finances pour 2019 devra faire face non seulement aux remises à niveau économique, mais également aux différentes crises qui se sont multipliées ces derniers mois dans nos outre-mer. Les croissances vertes et bleues, la croissance verte c'est la croissance écologique, la croissance bleue c'est l'économie de la mer. 2 ouragans, ce qui est évidemment très important pour les territoires d'outre-mer. La contamination des sols par le chlordécone et l'échouage massif d'algues brunes qui dégagent de l'hydrogène sulfuré et de l'ammoniac. Certaines annonces ont été faites, mais comment allez-vous mettre en place un véritable suivi et une information systématique des élus et de notre population sur tous ces sujets? Et en ce qui concerne les sargasses, selon les données scientifiques, il faudrait évacuer les riverains sur une bande de 300 mètres. Et ça, monsieur le ministre, je pense que vous en êtes informé à partir du rivage pour les protéger. Les sargasses, ce sont ces algues qui échouent sur les plages et qui pourrissent au soleil et ça dégage des gaz toxiques, pour faire simple. Quelles mesures allez-vous mettre en œuvre pour protéger les populations contre ces gaz toxiques? Max Mathiazin qui pose une question très intéressante sur la conclusion des Assises de l'Outre-mer. Ça fait 1 an qu'on en parle des Assises de l'Outre-mer. Elles ont duré toute une année depuis l'élection d'Emmanuel Macron, en gros depuis le début de la législature. Et donc là, c'est la fin de ces Assises de l'Outre-mer. Donc quelles sont les conclusions qui vont être tirées par le gouvernement? Avec Elisabeth Borne sur un déplacement à Saint-Pierre et Miquelon. Vous avez, monsieur le député, évoqué les assises. Je crois qu'elles ont été pour de très nombreux ultramarins l'occasion d'exprimer leurs aspirations pour l'avenir de leur territoire, mais aussi leur fierté de ces territoires dont on connaît les fragilités, mais on sait aussi les potentiels, les capacités à créer, à inventer au plus près du territoire, à innover. Il est important que l'État puisse y apporter des réponses. Il est important, vous l'avez dit, que l'État ne déçoive pas. Tant ces territoires ont été habitués à avoir de belles promesses, mais hélas très peu de réalisations, ce qui a amené quelquefois le peuple de ce territoire, la population de ce territoire à se soulever et à exprimer sa colère. Au fond, aujourd'hui, ce sur quoi nous travaillons, c'est une feuille de route pour le quinquennat qui doit engager l'ensemble du gouvernement en faveur des Outre-mer. Et vous avez raison, même s'il ne faut pas que cet engagement se traduise seulement par une traduction budgétaire, il faut quand même que la prochaine loi de finances puisse contenir les dispositions nécessaires à la mise en œuvre prévue dans le livre bleu. De nouveaux moyens pour l'investissement public ont été annoncés. Un fonds exceptionnel de 110 millions d'euros sera mis en place, contre 40 aujourd'hui. Ensuite, 700 millions d'euros en faveur de l'investissement dans les compétences seront aussi mobilisés, comme l'a annoncé la ministre du Travail. Nous porterons aussi une réforme ambitieuse des aides économiques, avec la prorogation jusqu'en 2025 des aides fiscales à l'investissement, avec aussi une meilleure lisibilité des dispositifs d'exonération de charges et des zones franches d'activité, et 400 millions d'euros sur le quinquennat, issus de la budgétisation à 100% de la dépense liée à la TVA non perçue récupérable, seront mobilisés. Vous évoquez aussi le fléau que constituent les sargasses, et je ne peux que confirmer ce que Nicolas Hulot a annoncé quand il s'est rendu sur place. 11 millions d'euros seront ainsi mobilisés, dont 5 pour l'acquisition de matériel nécessaire au ramassage des sargasses. Ce ne sont là que quelques exemples, car plus généralement, ce sont l'ensemble des départements ministériels qui seront mobilisés. La parole est maintenant à Madame Sabine Rubin. Voilà la réponse du gouvernement sur les questions de l'outre-mer. J'aimerais mettre en lumière la mobilisation des électriciens
et des gaziers qui durent depuis plusieurs semaines dans un silence médiatique assourdissant. Plus de 250 sites sont bloqués aujourd'hui par les agents d'Enedis et de GRDF. La situation est grave. 2500 postes menacés chez GRDF, 2000 chez Enedis, alors que 40% des sites ont déjà fermé depuis 10 ans. Rassurez-vous, toutes les interventions de sécurité fonctionnent comme à l'accoutumée. Cette grève ne bloque que certains chantiers et la pose des compteurs Linky, responsable entre autres de la suppression de 2800 postes. Alors pourquoi envoyer huissiers et maîtres chiens sur les sites bloqués? Pourquoi assigner les syndicalistes au TGI du coin? Mais de façon plus générale, Tribunal de grande instance. Le prix de l'électricité a augmenté de 30% en 15 ans. 15 ans pendant lesquels les actionnaires d'EDF ont contraint leur filiale Enedis à leur verser 64 milliards d'euros. Aux 13 millions de personnes en précarité énergétique, je voudrais dire ceci. Dès qu'un service public recule, c'est l'usager qui en pâtit. Une boutique EDF fermée, près de chez vous, c'est l'impossibilité d'expliquer sa situation lorsqu'on ne maîtrise ni la langue ni le numérique. Un agent qui perd son statut et travaille au rendement, c'est l'électricité coupée d'office en cas de retard de paiement. Dans la vie moderne, l'électricité est vitale. Pourtant, vous allez jusqu'à brader ce bien commun après tant d'autres, SNCF, aéroports, barrages hydroélectriques. À quoi bon un gouvernement quand un conseil d'administration vous suffit amplement? Monsieur le ministre, quand allez-vous garantir notre souveraineté énergétique en fusionnant EGF, Engie et leurs filiales au sein d'un grand pôle public d'énergie? Je vous remercie. Sabine Rubin qui pose une question sur la situation, sur la grève des gaziers et des électriciens dont les postes sont menacés. Et c'est Nicolas Hulot qui va lui répondre sur la question de l'énergie. On écoute. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Sabine Rubin, écoutez, ne m'en voulez pas si ma réponse est courte. Face aux inquiétudes ou fondées ou infondées des salariés et notamment d'Enedis, il y a une seule solution à ce stade, puisque rien n'est décidé, rien n'est définitif. Il y a des choses qui méritent d'être expliquées, c'est le dialogue social. Il y a une inquiétude qu'il faut tout de suite enlever. C'est l'idée que Enedis puisse être privatisé. Il n'en est pas question, que les choses soient claires. Sur le reste, j'invite celles et ceux qui sont concernés à se réunir le plus rapidement possible, y compris dans mon ministère, et on va regarder, cas par cas, avec l'ensemble des acteurs, comment nous pouvons ou pas rassurer ceux qui s'inquiètent. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Stéphane Testé. Oui, merci Monsieur le Président. Un peu court comme réponse. À Madame la Ministre de la Culture. Peut-être qu'il a fait le tour de la question. Hein. Un pass culture accessible à tous les jeunes à leur majorité. Le pass culture. Dans 5 départements, la Seine-Saint-Denis, le Bas-Rhin, l'Hérault, la Guyane et désormais le Finistère auprès de plus de 400 jeunes. Cet excellent dispositif, qui faisait partie de l'objectif 1 du programme culture du Président de la République, a pour objectif de donner le goût de la culture en permettant aux jeunes âgés de 18 ans, via une application mobile géolocalisée, d'accéder aux activités culturelles de leur choix. Faire des sorties ou acheter des biens culturels, s'inscrire à des cours de pratiques artistiques, que ce soit musique, danse... Je sais pas l'application Pass Culture, moi. C'est autant de pistes et d'opportunités qu'offrira ce Pass Culture. Cette offre de proximité doit permettre de lutter contre la ségrégation culturelle et l'inégalité d'accès aux œuvres en encourageant la découverte et la diversification des activités ou pratiques culturelles sur toutes leurs formes, aussi variées soient-elles. Je souhaite d'ailleurs saluer la démarche de co-construction de ce pass avec une forte implication et participation des jeunes lors des phases tests. Les besoins et les attentes des jeunes sont ainsi mieux pris en compte par cette méthode participative et cela représente le meilleur gage de réussite. Madame la Ministre, pouvez-vous nous indiquer quelles seront les différentes étapes de l'expérimentation de ce pass culture jusqu'à sa généralisation pour tous les jeunes de 18 ans sur l'ensemble du territoire? Et outre le calendrier, pouvez-vous nous donner des éléments sur le financement de ce pass appelé à devenir un nouveau service culturel universel qui doit ouvrir des portes, celles que les jeunes ne poussaient pas forcément ou alors que trop rarement? Stéphane Testé, il est professeur des écoles et directeur d'école à Clichy-sous-Bois. Il a toujours vécu à Clichy-sous-Bois et donc il pose la question sur le pass culture. Où est-ce qu'on en est? Parce que c'est en cours d'expérimentation. Monsieur le Président, Mesdames et On écoute Messieurs Françoise Nyssen qui va répondre sur le pass culture. Effectivement, c'était dans l'engagement de campagne d'Emmanuel Macron. Effectivement, le pass culture est conçu comme un passeport de citoyenneté culturelle qui accompagne les jeunes dans l'accès à la majorité. Il est l'aboutissement d'un parcours d'éducation artistique et culturelle qui bénéficiera à 100% des jeunes pendant leur parcours scolaire.
Il est le cœur d'un ensemble de mesures visant à lutter contre la ségrégation culturelle, contre l'assignation en résidence, en rendant les jeunes plus autonomes face à la culture. Le Pass Culture ne sera pas un chèque cadeau. Il est une application géolocalisée qui pourra être téléchargée par tout le monde. C'est en fait le premier réseau social de la culture et il sera doté de 500 € pour les jeunes de 18 ans. Ce sera un outil pour favoriser la sortie culturelle et la pratique artistique bien davantage que la consommation des biens culturels. Le Pass Culture encouragera la fréquentation des lieux culturels, les théâtres, les cinémas, les lieux de concert. Il favorisera les pratiques artistiques. Toutes ces offres seront mises en avant grâce à un algorithme et une éditorialisation du Pass et je souhaite réserver une partie majoritaire du Pass à des activités, et des 500 € donc, à des activités de sortie culturelle ou de pratiques artistiques. Le Pass Culture bénéficie d'une première dotation de 5 millions d'euros qui financera une expérimentation sur les 10 000 jeunes pendant 6 mois à compter de la rentrée 18 dans les 5 départements que vous avez cités. Et les 10 000 jeunes bénéficieront ainsi d'un crédit de 250 € pour accéder à des offres culturelles, en priorité des offres locales. Et nous travaillons actuellement à l'intégration de toute offre locale de ces territoires. Et nous évaluerons donc les résultats de cette Mais est-ce que tu peux te servir de ton pass jeune pour t'abonner à Netflix ou profiter des soldes sur Steam? La culture augmentera tout au long du quinquennat et devra être accompagnée par des offres tarifaires spécifiques des acteurs culturels eux-mêmes et surtout par des sources de financement privées. La contribution financière des nouveaux géants du numérique se pose et je souhaite qu'elle La parole est à Madame Laure de la Raudière. Françoise Nyssen qui veut que Google, Facebook, Amazon, Microsoft contribuent au financement du Pass Culture. Madame la ministre de la Santé. Laure de la Raudière. C'est en pleurs, Madame la ministre, que sont venus me voir de proches de patients atteints de la maladie d'Alzheimer suite au déremboursement des médicaments prescrits contre cette maladie. Ils m'ont expliqué que sans la prise de ce médicament, leur conjoint malade était totalement perdu et agressif ou apathique selon les cas. Ils étaient très inquiets d'un quotidien qui sera encore plus difficile à vivre pour eux. Aucune solution de remplacement ne leur a été proposée à la place. En fait, la Haute Autorité de Santé considère ces médicaments plus nocifs que bénéfiques et recommande de se tourner vers des thérapies douces. Aux yeux des aidants, des proches et même des médecins, cette décision n'est pas cohérente. Si ces médicaments sont réellement dangereux, pourquoi ne pas les retirer du marché? Si ces médicaments sont utiles, pourquoi ne plus les rembourser? C'est le risque réel de la mise en place d'une médecine à 2 vitesses pour traiter cette maladie. Dans mon département d'Eure-et-Loir, en pleine désertification médicale, toutes les familles savent que l'accès à des psychomotriciens, des orthophonistes, des psychologues et psychiatres est extrêmement difficile, voire impossible. Laure de la Raudière, dans le député de l'Eure-et-Loir, qui pose une question assez intéressante sur le déremboursement des médicaments liés à Alzheimer. Vous savez que la ministre de la Santé a annoncé le déremboursement de médicaments dont l'efficacité n'avait pas été démontrée. Laure de la Raudière, elle est plutôt spécialiste des questions de numérique et de télécommunication. Elle est d'ailleurs gérante de 2 sociétés dans la télécommunication. Et elle est membre du Conseil national du numérique depuis 2013. Où n'offre plus de places disponibles, comme c'est le cas en Eure-et-Loir. Et elle travaille sur les blockchains notamment. Mais bref, ça n'a rien à voir puisqu'elle pose une question très intéressante sur l'accompagnement des familles de personnes qui sont atteintes d'Alzheimer et le remboursement des médicaments. On écoute Agnès Buzyn, la ministre de la Santé. Madame la députée Laure de la Raudière. Bien entendu, je comprends l'inquiétude des familles face à cette annonce de déremboursement. En fait, c'est une annonce ancienne, vous le savez. Ces médicaments avaient été évalués une première fois en 2011. La Haute Autorité de Santé avait émis des doutes sur leur efficacité, avait demandé de nouvelles études. Une nouvelle évaluation a eu lieu 5 ans plus tard, en 2016. Et elle a conduit effectivement à considérer que le service médical rendu était insuffisant et que ce médicament ne devait plus être remboursé par la solidarité nationale. Alors vous posez la bonne question que tous les Français se posent. S'ils sont plus nocifs que bénéfiques, pourquoi ne pas les retirer du marché? Parce que l'autorisation de mise sur le marché dépend d'une agence européenne, l'Agence européenne du médicament. Un État ne peut pas retirer un médicament du marché. Il faut un avis européen. La seule chose qu'un État puisse faire, c'est dérembourser ce que font les autres pays européens qui ont les mêmes agences d'évaluation comme la Haute Autorité de Santé. Tout l'argent
tout l'argent de ce déremboursement sera réorienté vers les centres qui prennent en charge les patients d'Alzheimer. Il y a un petit côté, on peut pas, c'est l'Europe, quoi. Augmenter les prises en charge non médicamenteuses, car c'est cela en fait que la Haute Autorité de Santé suggère. Elle a émis en un an un guide de bonne pratique et d'orientation des malades qui vise à réorienter les patients vers des thérapeutiques non médicamenteuses. Nous ouvrons dans beaucoup d'EHPAD des lits d'hébergement, des lits de répit à la journée pour aider les familles, pour faire en sorte que les patients soient stimulés, accèdent à ces thérapies non médicamenteuses. Salut Glenn Fiddich. Nous allons devoir les développer pour tous les malades. C'est l'enjeu du futur. Il ne sert à rien d'exposer les malades à des effets secondaires nocifs, à des hospitalisations et à une moindre qualité de vie. Et toutes les associations de médecins généralistes qui vivent au quotidien les effets secondaires de ces malades sont d'accord avec ce déremboursement. C'est un enjeu de santé publique pour mieux accompagner nos malades dans une qualité de vie qu'on leur doit. Non, effectivement, en fait, ce qu'a répondu Agnès Buzyn, c'est plus compliqué que ça. C'est juste que la Haute Autorité de Santé ne peut que préconiser le déremboursement d'un médicament, mais l'autorisation de mise sur le marché, l'AMM, ça dépend de l'agence européenne, et ça c'est vrai. Et c'est l'ensemble du marché européen qui est ouvert aux médicaments. Je souhaite y associer mes collègues Mireille Clapeau, Catherine Osson, Bruno Studer, Cécile Riac, Pierre-Alain Raffan et Saïda Hameda. Monsieur le ministre, au beau jour, on voit réapparaître des jeunes à moto, en scooter, sur des quads souvent non homologués, roulant à toute vitesse en roue arrière, que ce soit sur des portions de route ou dans les rues de certains quartiers. Salaud de jeunes! Ils mettent ainsi en danger leur vie et celle des autres usagers de l'espace public. La recrudescence du phénomène de rodéo motorisé est une source d'exaspération forte pour les riverains concernés. Or, en 2017, ce sont près de 9000 rodéos qui ont été recensés sur le territoire français. Malheureusement, ils s'accompagnent de leur cohorte de morts et de blessés. Tout récemment, le même week-end, en région lilloise, ces agissements ont mené à la mort un homme de 23 ans et ont fait 2 blessés graves. Élus dans les Yvelines, 2 villes de ma circonscription, Achères et Carrières-sous-Poissy, sont particulièrement touchés par ces rodéos. J'en ai moi-même été témoin, m'en suis entretenue sur le terrain avec la population et les officiers de police. C'est pour lutter contre ce fléau qu'avec mes collègues, nous avons mené un travail de réflexion et de consultation auprès des forces de police et de gendarmerie, des services de préfecture et ceux du ministère de l'Intérieur. Nathalie Pouzireff, elle a déposé une proposition de loi pour sanctionner d'1 an de prison les gens qui participent à ces rodéos motorisés. De caractériser plus facilement, de sanctionner plus rapidement et de prévenir toute récidive. Cette proposition de loi est très attendue par nos concitoyens. Elle a fait l'objet d'un consensus large en commission et a été discutée avec le Sénat. À part ça, Natalia Pouzireff, elle bosse chez Eurocopter, elle était déléguée générale en Chine d'Eurocopter. Ça fait vachement de bruit un hélicoptère aussi, tu me diras. Parlementaire dans la lutte contre les rodéos motorisés et nous préciser dans quelle mesure cela peut-il s'inscrire au titre des missions de la police de sécurité du quotidien. La parole est à Monsieur Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Non, mais il y a une proposition de loi qui a été déposée. Et c'est Gérard Collomb qui va répondre sur la prohibition de ces rodéos motorisés. Mesdames et messieurs les députés, auxquels ça donne des jeunes. Madame la députée Natalia, probablement addict aux jeux vidéo par ailleurs. Vous serez demain la rapporteure d'une proposition de loi extrêmement importante. Elle concerne, comme vous venez de le dire, les rodéos motorisés. Si cette pratique était relativement marginale il y a encore quelques années, elle est devenue aujourd'hui courante. Et évidemment, est à la fois cause d'insécurité et importune des centaines de milliers de personnes dans nos grandes villes et même dans nos plus petites. Pour vous donner les chiffres J'avoue, si tu pouvais condamner les jeunes qui font du rodéo motorisé à regarder Acropolis à la place. Début de l'année, nous avons constaté 8700, pardon, en 2017, nous avons constaté 8700 rodéos au niveau de la police nationale et 6600 rodéos au niveau de la gendarmerie nationale. Cela montre l'ampleur du phénomène. Aujourd'hui, nous étions relativement désarmés et malgré les actions entreprises par les élus locaux, mobilier urbain adapté, contrôle routier fait par la police ou bien répressif, nous n'arrivions pas à enrayer ce phénomène parce qu'il n'était pas caractérisé de manière législative et que nous ne pouvions pas arriver.
L'objectif de la proposition de loi que vous allez examiner demain est clair, créer un arsenal juridique adapté et suffisamment dissuasif pour faciliter la répression de ces agissements. Ainsi, vous allez rendre service à des centaines de milliers de personnes dans nos villes et dans nos campagnes. Merci à vous. Bon, vous comprenez qu'il y a globalement un soutien de la part du gouvernement à cette proposition de loi de la députée Coralie Dubost. Nathalie Pouziref et de ses collègues. Madame la ministre aux Affaires européennes, mes chers collègues, se fixant de grandes ambitions, l'Europe pourra faire entendre sa voix et défendre des valeurs fortes. La paix, la défense des droits de l'homme, davantage de solidarité. Voici le vœu que formait Simone Veil, à qui la France a rendu hommage ce dimanche. Oui, l'Union s'est fondée sur une communauté de valeurs instituée pour garantir la paix et prévenir des tentations barbares qui traversent les siècles. Certains gouvernements affichent désormais une attitude hostile à ce socle fondamental sous le masque rhétorique de la démocratie libérale. En parallèle d'un discours contestataire des droits de l'homme et au nom d'un utilitarisme national, croît une entreprise rigoureuse de destruction de l'état de droit. Par une atteinte aux équilibres constitutionnels, l'indépendance de la justice est menacée dans plusieurs États membres. Des Polonais, des Roumains, des Hongrois ont manifesté par centaines de milliers. Au nom de la communauté de valeurs, leur situation nous interpelle. Demain matin, à 8h30, Małgorzata Gersdorf se rendra comme tous les jours à son bureau. Demain matin, à 8h30, 28 magistrats de la Cour suprême polonaise, dont leur première présidente, seront révoqués. Pourtant, ils ont décidé de continuer à siéger. Demain matin, à 8h30, ils deviendront des résistants. Nous pourrions également nommer Laura Kövesi, procureure générale de lutte anticorruption en Roumanie, limogée le 30 mai dernier. Que dire encore des membres de l'Office national de justice hongroise, qui se démènent chaque jour sous la pression du gouvernement Orban. Mon collègue Vincent Bru et moi-même avons rencontré ces magistrats, journalistes, présidents d'université, professeurs, citoyens européens qui n'abandonnent pas. Ils nous ont confié combien, au milieu de leur désarroi, la France continue de représenter cet espoir de sauvegarde des valeurs fondamentales. Ces femmes et ces hommes guettent notre voix. Madame la ministre, je connais votre attachement à ce combat. Quelle voix porte la France auprès de tous ceux qui, dans leur pays, à l'instar de Małgorzata Gersdorf, ne renoncent pas et résistent pour nos valeurs européennes? Coralie Dubost qui pose la question du recul des libertés publiques en Europe, notamment dans les pays, vous l'aurez compris, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, les pays d'Europe de l'Est. Et c'est Nathalie Loiseau qui va lui répondre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Coralie Dubost. Non, l'Europe n'est pas qu'un marché unique. L'Europe est d'abord une communauté de valeurs. C'est pour cette communauté de valeurs que s'est battue Simone Veil. Et c'est pour rejoindre cette communauté de valeurs que les pays de l'Est ont adhéré à l'Union européenne pour retrouver la liberté, pour retrouver la démocratie. Dans plusieurs États de l'Union européenne, aujourd'hui, ces valeurs sont en danger. En Hongrie, en Roumanie, en Pologne, l'indépendance de la justice est fragilisée. Partout, la France défend l'état de droit. Et je voudrais saluer votre engagement aux côtés de Vincent Bru sur ce sujet dans la mission qui vous a été confiée. Nous soutenons la Commission européenne. En Pologne, elle a entamé un dialogue que nous avons appuyé à condition qu'il produise des résultats. Or, force est de constater qu'aujourd'hui, ces résultats sont insuffisants. Nous avons soutenu l'activation de l'article 7 du traité. Une audition s'est tenue le 26 juin à laquelle j'ai participé. Nous avons posé de nombreuses questions aux autorités polonaises. Les réponses ne nous ont pas permis de lever les doutes sur la fragilité de l'état de droit en Pologne. Et en effet, demain, ce sont un tiers des membres de la Cour suprême polonaise qui seront envoyés à la retraite de force. La commission que j'ai rencontrée jeudi dernier a décidé hier d'entamer une procédure d'infraction à l'encontre de la Pologne sur ce sujet. La Cour de justice de l'Union européenne aura donc à se prononcer. Nous soutenons la Commission, nous soutenons la Cour de justice de l'Union européenne, nous soutenons tous ceux qui défendent l'état de droit dans l'Union européenne. Quand les valeurs de l'Union européenne sont en jeu, il ne peut pas y avoir d'Europe à plusieurs vitesses. Merci. Madame la ministre. Nathalie Loiseau donc qui va dans le sens de la députée Coralie Dubost en soutien à ces magistrats notamment qui vont être mis à la retraite d'office dans ces régimes autoritaires. C'est peu de le dire. Voilà, c'est la fin de cette séance de questions d'actualité au gouvernement. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Tiens, bah du coup on peut essayer de lancer un sondage, tu penses Sylvain ?
Sous le même, Sur le même truc, ouais. Faut voir si ça remarche. Donc je vous rappelle, hein, sur Twitch, sur la chaîne Twitch d'Acropolis, en dessous de la fenêtre Twitch, normalement vous avez un encart. Je l'ai enlevé du coup. Là, ah, tu l'as enlevé? Je le laissais qu'à l'écran du coup. Et ben laisse-le à l'écran. Donc du coup c'est sur l'écran de la fenêtre Twitch, vous devez voir un encart sur lequel vous pouvez voter. C'est un truc qui s'appelle TwitchPix. Et sur lequel on va pouvoir vous poser une question et vous allez pouvoir voter en cliquant oui ou non. Donc Sylvain va taper la question, et la question c'est: est-ce que cette séance de QAG vous a plu? Oui ou non? Est-ce que cette séance de QAG vous a plu? Je rappelle qu'on est en train de tester hein, cet outil là de sondage pour voir si ça marche, si ça vous convient, si ça nous convient, etc. Et auquel cas on pourra l'utiliser beaucoup plus fréquemment. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette séance? On a parlé plein de sujets. Hein. On a parlé plein de sujets. Nicolas Hulot est intervenu 2 fois, le Premier ministre est intervenu 2 fois. On parlait de sujets très importants. Non, mais c'est une session extraordinaire qui commence bien. Hein. La question est pour ou contre, et les réponses sont oui ou non, je suis la confusion. Non, mais je sais. C'est l'ancienne question, ça. C'est l'ancienne question, t'inquiète. Ça va changer. Normalement, ça devrait changer, ça devrait se refresh. Justement, ça fait partie des trucs qu'on teste. On voit si on peut lancer plusieurs questions, etc. C'est pas encore actualisé. Ça, c'est pas encore actualisé. Normalement, tu l'as fait là? Normalement, je l'ai fait, ça devrait s'être actualisé. Mais... Écoute, on vérifie, on fait des bons vieux F5 des familles. J'ai l'impression que ça s'est actualisé. Non, pour ou contre le boycott des comptes. Ah voilà, c'est bon. Je l'avais pas fait enregistrer, forcément. Et comment tu votes? Tu peux pas voter, t'es connecté avec Acropolis. Ah oui, non, je suis connecté avec le compte propriétaire, ok, effectivement. Bon, bah moi en tout cas, du coup, ça apparaît. Vous pouvez voter. Est-ce que cette séance de QAG vous a plu? Vous cliquez sur oui ou vous cliquez sur non. Sur le navigateur, j'ai le sondage, mais pas sur l'appli. Ah, sur l'appli desktop ou l'appli mobile? Alors effectivement, peut-être que ça marche pas sur mobile. Hein. Tiens, d'ailleurs, je vais vérifier moi aussi, parce que normalement sur mon téléphone, je suis connecté avec mon compte perso. Hop. On vérifie, hein. On fait des tests. Bougez pas. Laissez la police faire son travail. Mais ce serait cool si ça pouvait marcher, parce que ça nous permettrait de faire des sondages beaucoup plus régulièrement. Alors, Acropolis, Talk Show. Hop. Je suis déjà abonné, je sais. L'appli desktop, nous dit The Tavman. En tout cas, moi sur mobile, je le vois pas. Hein. Ah si, ok. En fait, sur l'appli mobile, vous avez un petit puzzle en haut à droite. Et le puzzle, c'est le logo des extensions. Si vous cliquez sur ce petit puzzle, vous avez l'extension qui s'affiche là. Voilà, et là, vous pouvez voter. Donc là, je peux voter. Ok, et ça s'affiche direct. Ok, d'accord. Non, mais c'est bon, ça marche bien. Hein. Moi, en tout cas, sur mobile, je trouve que ça marche bien. Donc, voilà, ça s'appelle TwitchPix, cette petite extension. Et du coup, j'ai juste à cliquer sur la petite flèche et ça me remet le chat. Putain, elle est bien faite, l'appli mobile. Incroyable. Donc pour l'instant on a une grosse majorité de oui. Par contre ils affichent pas les pourcentages, tu vois juste les barres progresser. Bon c'est pas grave. Les barres et le nombre. Les barres et le nombre. Bon intéressant. Par contre effectivement pour la rediff c'est compliqué parce que les gens qui nous regardent sur YouTube en rediff ne pourront pas voir les résultats qui s'affichent. Donc je l'ai dit à l'oral, pour l'instant il y a un bon gros 95% de oui. Les QAG nous ont plu. Hop. Je confirme que l'appli Windows Twitch gère pas ça chez moi. Putain, c'est bizarre pourtant. Normalement, ça devrait être en natif beaucoup plus spontanément sur l'application que sur navigateur. J'aime bien cette idée d'interactivité sur la fenêtre de live direct. Bah, je suis d'accord avec toi. Hein. Nous, on cherche des outils à développer comme ça, donc c'est cool. Faudrait qu'on teste la version. Le problème, c'est que ça spam quoi. Ça spam le chat, ouais. Mais on peut demander à la communauté aussi ce qu'ils en pensent. Hein. Mais par contre, ça s'affiche à l'écran. Bah ouais. Et donc, ça pourra rester pour YouTube. En gros, on a plusieurs possibilités, mais je pense qu'on en parlera à la rentrée, mais en gros, on a plusieurs possibilités pour pusher des sondages. Soit on a cette extension qui a plusieurs avantages, notamment parce qu'elle est très légère et très facile à pusher. Par contre, ça ne s'affiche pas sur le replay. Ensuite, on a la possibilité Stropol, qui est un service extérieur qui peut s'afficher sur le replay. Par contre, ça génère un lien automatique et ça vous force à changer d'onglet. Ou à cliquer, donc à ouvrir une nouvelle fenêtre. C'est d'autant plus pénible sur mobile. Et c'est d'autant plus pénible sur mobile. Troisième solution, une commande Moobot qui vous permet de voter sur le chat, où en gros je vous dis vous tapez oui ou vous tapez non, et ça comptabilise les votes et ça affiche à l'écran un truc. Avantage, ça s'affiche à l'écran, vous n'avez pas à changer d'onglet. Inconvénient, ça spamme le chat, qui du coup se remplit de oui et de non, et en plus vos votes sont publics. Parce que vous n'avez pas forcément envie de montrer à tout le monde vos opinions. Selon la question. Bref, il faut qu'on fasse un tableau avec des petites couleurs vertes et des petites couleurs rouges, avec les pour et les contre de chacune des solutions, et après les gens votent. Tapez 1 pour que Sylvain sorte de la régie. Oui, voilà, c'est ce genre de truc. Mais non, mais arrêtez. Osef, on veut que du stream de Fortnite. C'est cool.
Framadate plutôt que Stropol pour les sondages. Je ne connais pas Framadate, mais je doute que ça te génère automatiquement un plugin Twitch. C'est très bien un logiciel libre, c'est juste pas intégré la plupart du temps. Hop, hop. Et Stropol ça marche très bien, on l'a déjà utilisé pendant plus d'1 an. Alors je vérifie si ça a été mis à jour parce que du coup moi ça... Hop, hop. Ouais, ça a été mis à jour. Bon, on est toujours sur un bon gros 90-95% de satisfaction. Bon, et ben écoutez, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Hop. Hop. Ok. Bon, est-ce que vous avez des questions en particulier sur cette séance? Je vous rappelle donc qu'on se retrouve ce soir à 20h avec Stupid Economics pour l'émission It's the Economy Stupid sur Acropolis. On va parler d'économie, haha, ça va être bien. Je vous rappelle qu'on se retrouve demain à 14h30 pour, non pas les QAG, parce qu'il n'y a qu'une seule séance de QAG par semaine en session extraordinaire, mais pour l'émission Party Time avec Adrien. Et je vous rappelle que à partir de jeudi, nous ne sommes plus à Paris, puisque nous allons à Aix-en-Provence pour faire des émissions spéciales en direct des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Donc on va parler d'économie tout le week-end, ça va être cool. Voilà. Cette semaine, il y avait clairement moins de choupa. Moi, je suis d'accord avec toi, Lilo. Allez, je vais être à la bourre, à plus tout le monde. Salut Alcanoïde, merci à toi d'avoir suivi cette émission, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Pensez à liker, à follow cette chaîne, pensez à nous follow sur les réseaux sociaux, c'est le meilleur moyen d'avoir toutes les infos et tous les goodies, etc. Un grand merci aux tipeurs qui tipent et qui nous accompagnent et qui nous soutiennent, merci beaucoup à vous. Et voilà. Voilà. C'est tout? On n'est pas encore à 10 000. Hein. On n'est pas encore à 10 000, il faut follow cette chaîne les amis. Il faut qu'on arrive à 10 000 avant de partir en vacances, ce serait trop bien. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette émission, on se met un générique dans les oreilles, on se retrouve très bientôt, à très bientôt, ciao bye.